Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode d'Il était une suite. Je m'appelle Jeanne Modou. Et je suis Fanny Van Exard. Nous sommes deux chercheuses en littérature et en études cinématographiques. Il était une suite est un podcast qui entend revoir et interroger les suites des films Disney dans une perspective féministe, queer et gender. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Honnêtement, Fanny, tu pensais vraiment qu'on en ferait autant? R applaudissements pour nous-mêmes. R applaudissements. Un grand merci ici, tout d'abord à notre monteur et génie technique pour son aide précieuse. Merci également à Anto Delbo et à Aurélien Artanis pour leurs commentaires sur le compte Spotify, notamment avec ce nouveau système de notation des films qu'on valide totalement. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et de prolonger les réflexions que l'on a amorcées dans nos épisodes. Vous pouvez retrouver des infos et des bonus sur le compte Instagram du podcast, @ilétait-une-suite, avec des points entre tous les mots, _podcast. Aujourd'hui, on a un épisode double puisqu'on va s'intéresser aux deux suites de Cendrillon qui étaient sorties en 1950. Donc Cendrillon 2, Une vie de princesse, et Le sortilège de Cendrillon, toutes deux directement sorties sur le marché vidéo en 2002 et en 2007. Sur Disney+, les tags sont ceux de fantastique et d'animation, genre Disney ne se mouille pas. Il y a de la magie et il y a un petit peu d'action, on va dire. Allez. Pour toucher le ciel, d'un matin qui s'achève, écoute ton cœur, va au bout de tes rêves. Passons au premier segment de ce podcast qui s'appelle Première rencontre. Et c'est dans ce segment que l'on évoque nos souvenirs et notre histoire personnelle en lien avec les films du jour, du coup. Qu'est-ce qu'ils représentent pour nous et où est-ce qu'ils se situent dans une espèce de tier list personnelle des films Disney. Je vais commencer pour cette fois. Cendrillon, premier du nom, faisait partie des VHS qu'on avait à la maison et qu'on regardait pas mal, il me semble. Je crois que j'ai un petit trauma sur Cendrillon qui lave le sol en marbre, si brillant, et qui doit recommencer juste après parce que Lucifer avait tout souillé avec ses grosses patounes pleines de boue. Et ça me rendait trop triste pour elle. Vraiment, c'était une des représentations de l'injustice pour moi. Et je pense que si je dois laver vraiment un truc nickel encore aujourd'hui et qui doit briller à la fin avec une petite serpillière, je vais immédiatement avoir en tête au chante Rossignol chante dans la tête, c'est gravé à jamais. En fait, je trouve que dans le premier, il y a vraiment des tas de séquences iconiques. Je rêvais trop de me réveiller dans une petite chambre mansardée avec des petits oiseaux qui chantent et tout. Et je sais pas, ces matins avaient l'air trop doux. Et là, je me suis dit, après coup, en écrivant un peu ce pitch, que Disney a bien réussi à rendre souhaitable le lever aux aurores d'une domestique et que c'était un peu horrible comme constat. Donc petite, j'avais même voulu avoir un broc à eau avec une petite bassine pour me laver le visage, avec une morning routine comme Cendrillon. Et en fait, c'était pas ouf comme idée, tu vois. Nous, on a la chance de vivre à une époque où il y a l'eau courante et je sais pas, il y a toute une romantisation, une idéalisation un peu chelou de cet état, de cette façon de vivre. Tout ça pour dire, ce film avait donc un fort pouvoir d'identification sur moi et vraiment, quand on y pense, c'est la puissance des films d'animation sur les enfants et c'est dingo. Surtout quand on prend un peu de recul et qu'on réfléchit aux clichés que ça véhicule, tous ces films, tant sur les rapports de classe que sur l'appréciation de tout ce qui est ok physiquement chez une femme ou non. Et si on veut ressembler à une Cendrillon, on veut être, en tant qu'enfant, celle qui est belle, avec des petits pieds, etc., etc., et pas celle qui lutte avec sa frangine pour un ruban et un collier de perles affreux. Donc bref, quand j'ai fait mon petit défi en première année d'études, je sais que j'ai regardé le 2 qui m'avait laissé un arrière-goût détestable, mais c'était surtout la première partie qui m'avait marquée. Donc on revient sur le contenu de ces films dans un instant, mais je trouvais que c'était vraiment idiot de nous faire assister aux galères de Cendrillon nouvellement princesse, puisque c'était une façon pour moi de prolonger le 1 qui était trop explicite. Je sais pas si... Je pense que j'ai vu le 3 aussi à ce moment-là, même si j'ai fait cette première année d'études en 2007-2008 et que du coup le film est sorti à ce moment-là. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mes copains et copines
de première année de licence si il et elle m'écoutent encore. Donc je suis pas tout à fait sûre d'avoir vu le 3, même si en le revisionnant, il y a des scènes qui me sont revenues, mais vraiment il est pas hyper mémorable en fait. Bon, il n'empêche que sur le papier, je trouvais le postulat de base encore plus horripilant que celui du 2 parce que j'ai horreur des histoires de retour dans le passé. Oui, parce que en fait, même si la VF donne pour titre le sortilège de Cendrillon, la VO est bien plus explicite et dit A Twist in Time, c'est-à-dire une boucle temporelle, un voyage dans le temps qui complique un peu l'histoire originelle. Et on va finir par nous dire que ça fait vieille rabat-joie de dire que le 1 est mieux, mais c'est pas de ma faute si les suites sont toujours faites à partir de mauvaises idées et pour de mauvaises raisons. Bien que soulignons tout de suite que esthétiquement, visuellement, ça n'a rien à voir avec le Bossu de Notre-Dame 2 ou avec Pocahontas 2 par exemple. Pour ma part, je vais pas mentir, j'ai aucun souvenir particulier et intéressant à raconter concernant Cendrillon 1, 2 ou 3. J'ai vaguement l'impression que j'avais une Barbie Cendrillon ou un truc du genre, peut-être des Polly Pocket ou je sais pas, quand j'étais petite, mais c'est vraiment pas assez marquant pour m'attarder dessus. Donc je propose qu'on passe tout de suite au deuxième segment et au troisième segment pour lesquels on a énormément de choses à dire. Accrochez-vous. Salagadou, la benchicabou, la bibidi babadi bou. Mélangez tout, alors qu'obtenez-vous? Et bibidi babadi bou. Boubidi bou. Donc le deuxième segment s'intitule Formule magique et il correspond à un résumé qu'on espère à chaque fois bref du premier opus. Donc là on va faire un petit résumé un peu plus long du premier opus puisqu'il concerne 2 suites que l'on va évoquer très brièvement. Donc dans le 1, parce que oui on va quand même vous faire l'offense de vous résumer Cendrillon 1 comme si personne ne connaissait ce classique Disney sorti en 1950. Donc il s'inspire de la version du conte Cendrillon ou la petite pantoufle de verre de Charles Perrault paru en 1697, ainsi que de celle des frères Grimm, Aschenputtel de 1812. Donc il était une fois une jeune fille douce et gentille nommée Cendrillon qui vit avec sa belle-mère la marâtre et ses 2 demi-sœurs Anastasie et Javotte, toutes cruelles et égoïstes. Cendrillon est belle, elle chante super bien, elle sait tout faire, donc la cuisine, la couture, une vraie petite femme au foyer bien parfaite. Des années 50. Et elle est évidemment d'une bienveillance inégalée. Alors que ses 2 belles-sœurs ne correspondent pas aux critères de beauté justement des années 50, donc des yeux bleus, blondes, avec du rouge à lèvres rouge, une taille fine, des jambes élancées, etc., ces 2 belles-sœurs ne sont douées en rien, elles sont égocentriques, mesquines, cruelles et, of course, jalouses de Cendrillon. Après la mort de son père, Cendrillon se retrouve réduite à l'état de servante, de larbin, pouvons-nous dire, dans sa propre maison, soumise au mauvais traitement de sa belle famille. Malgré cette condition, Cendrillon, puisqu'elle est parfaite, garde espoir que ses rêves d'amour se réaliseront et qu'elle rencontrera, in fine, son prince charmant. Parce que le rêve d'une vie, c'est l'amour. Comme nous le dit si bien cette première chanson à 5 minutes du début du film. La jeune femme peut également compter sur ses amis les oiseaux et les souris de la maisonnée. C'est son petit RPZ à elle. C'est l'antispéciste originelle. Elle se réveille tous les matins avec les petits osios qui chantent dans ses oreilles et tout plein d'animaux qui l'aident à se laver et à s'habiller parce que, évidemment, c'est trop dur. Quand on est une servante pour sa propre famille, on n'a pas la force d'enfiler ses souliers et son petit tablier. Donc elle partage la maisonnée avec Lucifer, le chat bien nommé et diabolique de la marâtre qui ne pense qu'à gober les potes souris de Cendrille. Disney a d'ailleurs bien capturé l'essence des... C'est toi qui as écrit ce passage des chats. Les chats et leur éternel dédain pour la race humaine et leur mépris pour la race canine. Je suis pas sûre que je valide tout à fait ce propos, mais allez. Le premier opus est structuré par des gags et des courses-poursuites entre les souris et le chat, à la manière de Tom and Jerry, qui fonctionne très bien. Et voilà, on va pas remettre en cause qu'il y a des bonnes blagues à tirer de ces interactions entre le chat et les souris. Un beau jour, le roi organise un bal afin que son fils, donc le prince, puisse y rencontrer une jeune femme qui l'épousera. Un prince
très fade, plus fade que ça, tu décèdes. Totalement interchangeable aussi avec le prince de Blanche-Neige, puisque leurs physiques sont très similaires et peu développées en comparaison du caractère design plus créatif et, je pense, technique des animaux de compagnie de Cendrillon ou les méchantes du film. Cendrillon désire aller au bal comme toutes les gamines de son âge, mais sa belle-mère l'en empêche et la laisse dans l'obligation de travailler et de réaliser 1 milliard de tâches, même très tard le soir. Et grâce à sa marraine la fée, Cendrillon reçoit une somptueuse robe de bal, des chaussures en verre et une citrouille transformée en carrosse. Mais attention Cendrie, la magie ne dure qu'un temps. Et elle a jusqu'à minuit pour rencontrer le prince et le séduire avant que le sortilège ne prenne fin. C'est donc une boum sans alcool le truc apparemment. Et on se demandera toujours, comme pour Quasimodo, pourquoi l'archevêque n'a pas pris en charge l'éducation de Quasimodo. Et là, pourquoi Marraine la Bonne Fée, qui apparemment est sympa, ne s'est pas chargée de prendre en charge la pauvre pupille Cendrillon. Bref, lors du bal, Cendrillon tombe évidemment amoureuse du prince et inversement, c'est un Disney, toi-même tu sais. Mais vu qu'elle n'a pas de flic-flac, et c'est une ref pour les compatriotes suisses de Jeanne, une montre quoi, elle manque de louper l'heure fatidique de retour et repart en courant, laissant derrière elle une de ses chaussures de verre. Et le prince, alors déterminé à la retrouver, fait essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Donc il y a une forme de recensement qui est faite pour toutes les citoyennes. Et lorsque le grand-duc, chargé de cette haute mission diplomatique, arrive chez Cendrillon, la chaussure lui va parfaitement, contrairement aux 2 demi-sœurs qui ont évidemment des grands panards. Donc visiblement, Cendrillon, elle, a une taille de chaussure unique dans tout le royaume, genre 32 3/4. Il y a quelque chose à en dire aussi, parce qu'il y a quelque chose de très... si elle a des tout petits pieds, c'est peut-être qu'elle tient de l'enfant plus que de la femme, et c'est un peu tendancieux. Je laisse vous tirer vos propres conclusions. Les 2 amoureux se retrouvent, se marient et vivent happily ever after, comme papa et maman, I wish. Fin. Le 2, Cendrillon 2, donc l'histoire se déroule après le mariage de Cendrillon et de son prince et explore la nouvelle vie de princesse au palais. Aidée de Marraine la Fée de nouveau, les souris de Cendrillon, les meilleurs potes de Cendrillon, ont décidé de lui confectionner un livre regroupant 3 histoires. Dans la première histoire, Cendrillon, bien qu'elle soit désormais princesse, doit encore s'adapter à sa nouvelle vie à la cour. Elle fait face à la pression et à des responsabilités et apprend qu'être une princesse ne signifie pas simplement porter une couronne. Dans la deuxième histoire, la souris Jack demande à Marraine la Fée de le transformer en humain. Pourquoi pas. Et dans la troisième histoire, Anastasie, donc la demi-sœur de Cendrillon, tombe follement amoureuse du boulanger de la ville, aux grandes dames de sa mère, la grosse bourge. Et pour résumer le 3, donc Twist in Time ou le sortilège de Cendrillon, cet opus propose une réinterprétation de l'histoire du premier Cendrillon en inversant le cours des événements grâce à un sortilège magique. Donc la marâtre récupère la baguette magique de Marraine la Bonne Fée et Cendrillon, qui avait déjà épousé son prince charmant, voit sa vie bouleversée par la malédiction que lance cette marâtre qui utilise un sort pour retourner le temps et empêcher que Cendrillon ne puisse essayer la chaussure de verre. Donc la marâtre s'arrange pour que Cendrillon reste coincé dans sa chambre. À la place, elle fait en sorte pour que le prince tombe amoureux d'Anastasie, qui se fera même passer pour Cendrillon en lui volant son apparence à la fin. Cendrillon est donc transportée dans un monde parallèle où elle n'a jamais revu le prince depuis la nuit du bal, cette nuit où tout était magique, et doit, avec à l'aide de ses amis animaux, regagner l'amour de son prince sans l'intervention de la magie. Oui, parce que Marraine la Bonne Fée est transformée en statue, et elle-même briser le sort pour redécouvrir ce qu'est un amour sincère et véritable. Rien que ça. Un beau programme. Un tout beau programme. Maintenant, c'est l'heure du petit point voix de doublage de Jeanne. Donc, vous connaissez la chanson si vous avez déjà écouté les épisodes précédents de ce podcast. Je fais toujours un petit point
voix de doublage. Je te propose, comme tu as dit, vous connaissez la chanson, ça serait bien que tu fasses tout ce petit point en chantant. Jamais de la vie. Ce serait très Disney. Donc pour Cendrillon 1, il y a eu 2 versions de doublage. Une première à la sortie du film en 1950, enfin pendant la post-production du film, et un redoublage en 1991. Et dans cette seconde version de doublage, on retrouve Dominique Poulain pour la voix parlée et chantée de Cendrillon. C'est une chanteuse et choriste française, principalement connue pour avoir été choriste de Claude François. Je trouve ça hilarant. Cendrillon est une Claudette. Ouais. Mais elle a aussi prêté sa voix à plusieurs films d'animation, dont Pocahontas 1 et 2, Mulan, La Belle et la Bête 2, La Petite Sirène 1 et 2, et surtout en fait dans Les Chœurs. Ok. Pour la voix parlée d'Anastasie, c'est l'actrice et directrice artistique française Barbara Tissier, qui est notamment connue pour être la voix française régulière de Cameron Diaz. Je sais jamais dire les blazes en anglais, c'est scandaleux. Tu le fais très bien. T'es super, Jeanne. Oui. Et je trouve que ça s'entend assez en mode Anastasie à tout prix, quoi. C'est aussi elle qui fait la voix française de Lady dans La Belle et le Clochard, de Fiona dans la franchise Shrek, de Jessie dans la franchise Toy Story. Donc c'est une actrice de doublage qui a bien bossé durant les années 90. Et sa voix est assez reconnaissable, je trouve. On retrouve aussi notre bon Manu, aka Emmanuel Giacomi, que j'avais déjà cité dans l'épisode précédent, puisqu'il prêtait sa voix au capitaine Phébus dans Le Bossu de Notre-Dame. Dans Cendrillon et ses suites, il est la voix française de Jack, donc la souris de compagnie de Cendrillon, et de son prince. Sans indistinction. Ok. Oui. Donc à la fois une souris et l'énorme BG du film, pourquoi pas. BG. Ouais, BG. BG, mais tête carrée quand même. Et je le redis vite en passant, mais Emmanuel Giacomi, c'était la voix aussi de la Bête dans La Belle et la Bête, de Tarzan, de Pierce Brosnan dans la franchise des James Bond, de Russell Crowe, de Val Kilmer, de Superman dans un très grand nombre d'œuvres DC Comics, et de La colère du père dans Vice Versa, pour citer un film un peu plus récent. Ce qui nous avait amené à nous interroger dans cet épisode sur le bossu, sur l'association récurrente de cette voix-là, avec autant de personnages qui représentent une masculinité forte, sauvage, etc., même dans des dessins animés pour les enfants. Et on a bien sûr peut-être l'un des acteurs de doublage les plus connus maintenant, parce qu'il est très présent dans les médias et sur les réseaux sociaux ces dernières années, c'est Emmanuel Curtil. Donc c'est la voix française, entre autres, parce qu'il a une carrière énorme, de Jim Carrey, de Mike Myers, de Matthew Perry, de Ben Stiller, de Doug Savant, etc. Et côté film d'animation, c'est la voix de Simba adulte dans Le Roi Lion, de Kronk dans Cusco, et de Boq dans L'Âge des Glaces, et surtout de Dimitri, l'amour de ma vie, ma petite beauté, dans Anastasia. Et dans Cendrillon 2, il prête sa voix au tout choupi boulanger amoureux de Anastasie. On en revient tout de suite. Ouais. Et un tout petit rôle, mais quand même peut-être un des meilleurs rôles finalement dans le... Ouais, il était mignon. Tu mets mon cœur à l'envers, tu inondes mon univers. Ton nez, tes yeux, ta bouche, tes cheveux. Quel parfum merveilleux. Passons donc au troisième et plus conséquent segment qui s'intitule Péripéties. Notre troisième segment, toujours plus long, toujours plus long, parce que là, bon, c'est 2 épisodes en un final, donc accrochez vos ceintures, quoi. Donc il s'agit d'un commentaire critique au fur et à mesure du déroulé du film, dans lequel nous interrogeons des éléments structurants dans une perspective féministe, gender, queer, et il sera donc encore plus conséquent aujourd'hui, car il sera question de 2 suites évoquées à la suite. L'ouverture se fait sur le célèbre château. Le château de Bavière, ou de Neuschwanstein pour les experts. Qui orne traditionnellement le logo Disney, so this is the moneymaker, avec un fond bleu et la fumée violette. Et peut-être que là, on voit un nouveau topos apparaître. C'est le topos de la fumée violette qui serait activé dès le début du film. La police d'écriture est OK, mais sans plus, avec des lettres blanches, avec des ombrages. Mais ce qui fait tout le croustillant de
lettrage de titre, c'est des petites particules façon luciole de fée qui volettent tout autour du titre. Parce que oui, dès le début, dès le carton titre, il faut bien marquer le fait que l'on est dans un film de princesse, avec une vraie princesse, et à destination de princesses qui aiment les princesses. Trop de crème n'est jamais trop de crème. Alors, on a beaucoup chié sur la qualité visuelle des autres suites dans les précédents épisodes de ce podcast, mais là, étonnamment, ça va. On voit que c'est moins travaillé, moins précis, moins dans du travail de détail par rapport au 1 qui, faut quand même le dire, est vraiment très très beau visuellement. Mais c'est pas aussi moche que Pocahontas 2 par exemple, on est très large. On commence par le POV. POV, c'est Point of View, donc le point de vue de Gus Gus et de Jack Jack en bon fanservice. Toujours vivante donc depuis la fin du 1, malgré tous les gros chats qui vivent autour d'eux. Dans le 1, c'était Lucifer, le méchant chat noir de la belle-mère, qui voulait se les faire en saucisse. Et ces deux souris doivent passer à côté d'un gros chat codé féminin. Et déjà, c'est cousu de fil blanc, ce chat se veut être un équivalent ou une âme sœur pour Lucifer, on le voit direct. Et ce chat est in medias res présenté comme un vilain, puisqu'il est surcodé avec les ombres à paupières violées à la Médusa. Ses moustaches semblent avoir été bouclées avec des bigoudis ou un petit fer à friser, puisque tout ce qui est bouclé ou en arabesque est à lire comme une donnée féminine. Évidemment, on est chez Disney, rien ne doit nous surprendre. La grosseur des personnages féminins se présente déjà comme l'une des problématiques de cette première suite, et on reparlera au fur et à mesure de ce segment de la grossophobie problématique dans les suites de Cendrillon. En suivant les souris qui cherchent à échapper au chat, on s'enfonce dans un labyrinthe à travers les murs du palais, et Gus Gus et Jack Jack arrivent enfin essoufflés à la fin de l'histoire que contait Marraine la Bonne Fée. Et on vous le donne dans le mille, cette histoire, c'était évidemment celle de Cendrillon, donc celle du 1, dans une transition presque méta-littéraire. Plus méta que ça, tu meurs. On vous l'a déjà dit que c'était une suite de Cendrillon. Non, parce que c'est la suite de Cendrillon. Genre, vous voyez Cendrillon 1. Bah là, c'est sa suite. C'est dingue, hein. Dingue. Donc, nos mangeurs de fromage arrivent trop tard et en redemandent une autre Père Castor. Et l'exclamation « Cette histoire est la seule histoire de Cendrillon qui existe » sert de prétexte ou de fil rouge à tout ce deuxième opus. Donc, les souris proposent d'en créer une autre avec leurs propres dessins et leurs propres souvenirs. Oh, merveilleux, oui, c'est une excellente idée, s'exclame l'une des sourissettes avec la voix d'un chipmunks. Donc, ils ont tous une voix horrible. Moi, j'avais trop de la peine à les écouter parler. Et paf, on nous place sous le nez, ni vu ni connu, les raisons d'être d'une suite à l'un des Disney les plus famous de tous. Et donc, en effet, on n'avait pas forcément vu venir une suite, surtout 50 ans après, étant donné que la fin de Cendrillon 1 est « on ne peut plus fermer ». C'est pas moi qui le dis, c'est Jack Jack qui dit fin de l'histoire, fin finale, en parlant du 1. Ouais, Jack Jack propose mais nous ne savons pas écrire les livres, seulement les grignoter, pour qu'on s'apitoie un peu sur le sort des pauvres souris, oh là là. Mais Marraine la Bonne Fée arrive alors à la rescousse et enchante les objets avec El famoso boubidi boubidi bou. un véritable banger, comme disent les jeunes. Et la chanson de La magie de Marraine la Bonne Fée est reprise, on est bien dans une suite, parce que vous le saviez, Cendrillon 2, c'est la suite de Cendrillon 1, qui a pour but de plaire et donc de réactiver les parties plaisantes du 1, et notamment les chansons. On est donc sur une démarche de rentabilisation de ce second opus. On l'aura compris depuis le temps, les suites Disney, c'est avant tout pour gagner de l'argent en masse. Et dans cette chanson, un manteau de souris est magiquement transformé en couverture de livre, pourquoi pas, et permet ainsi de filer une forme de métaphore textile un peu tirée par les cheveux, les pages blanches s'ajoutant les unes aux autres au fur et à mesure de la chanson, comme d'ailleurs le Cendrillon 2 s'ajoute et suivi ensuite de Cendrillon 3 qui s'ajoute au 1 qui se suffisait pourtant déjà à lui-même. Cette amorce semble proposer en tout cas une dimension initiatique et métalittéraire en présentant l'art du récit, l'art du conte comme étant à portée de toutes et tous, même des souris. Peut-être déjà avec une prémisse ratatouillesque de oui, tout le monde peut faire de l'art. C'est vrai. Jack Jack demeure pourtant pessimiste. Qui, nous ? Oh non, les souris ne connaissent pas de belles histoires, voyons.
Mais ce pessimiste agit comme moteur narratif puisque Gugus propose... Gus propose alors de faire un dessin et de partir de ce dessin pour raconter la première journée de Cendrillon au château. Donc, remarquons d'ores et déjà la division genrée de la fabrique de ce nouveau livre magique. Les souris, filles, cousent pendant que Jack et Gus font avancer le récit par leurs paroles, par leurs dessins. Ce sont eux, les deux souris garçons, qui seront les principaux narrateurs des récits enchâssés, et l'on comprend alors que toute cette ouverture sert bien de récit-cadre, puisqu'on va employer des termes un peu techniques de la narratologie, donc le récit-cadre, que l'on retrouvera ensuite entre les 3 histoires de ce deuxième opus, et pour le clôturer également. Jack change déjà d'avis comme de chemise et fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il s'exclame « Qu'est-ce que je disais, les souris connaissent plein de belles histoires !» Retournement complet. Commence alors le premier récit enchâssé sur un plan large du château qui se rapproche ensuite sur un parvis peuplé de pigeons. C'était peu de temps après que le prince et Cendrillon s'étaient mariés. On découvre alors le château par plein de plans de pièces sombres et vides, ou presque vides. Les souris s'ennuient, jusqu'à ce que les trompettes sonnent, annonçant le retour tant attendu de Cendrillon. Et à ce moment, on assume que Cendrillon et son prince reviennent de leur lune de miel à Acapulco. Évidemment. Fini la vie de Souillon, c'est une princesse désormais. C'est pas moi qui le dis, c'est le beau prince à la tête toute carrée. Et on a de la chance qu'elle soit pas redevenue complètement cloque. Mais, oui, on sait pas. Cendrillon est dans la tenue élégante qu'on lui connaît, la même but make it pink, qui s'exclame « Je n'arrive toujours pas à croire que je vais vivre dans un château !» Et cette première réplique du récit enchâssé révèle toute la problématique qui sous-tendra cette histoire. Cette incrédulité de Cendrillon va de pair avec son inadéquation à la vie faste dont elle ignore tout à fait les règles et les protocoles. J'ai mis entre parenthèses le prince est insignifiant parce que vraiment le prince, mais c'est une tapisserie, quoi. On parle du carrosse rose et violet ? Ça, c'est pour les gens dans le fond. C'est un film de princesse, on vous a dit. On coupe ensuite sur le duo roi et grand-duc que l'on connaît du 1, auquel vient s'ajouter une spinster archétypale. Donc la spinster, c'est le cliché de la vieille fille qui n'a jamais trouvé de chaussures à son pied, comme le veut l'adage cendrillonnesque. Et cette spinster est toute de grise vêtue, elle a évidemment les lèvres pincées, elle a le nez droit, le visage austère, et elle sera évidemment l'enseignante sévère de l'élève Cendrillon. Donc elle s'appelle Prudence, c'est une espèce de super nanny royale qui doit préparer Cendrillon à sa tâche de princesse puisqu'elle ne connaît rien des us et des coutumes de cette nouvelle vie qui s'offre à elle. Donc, le roi, le grand-duc et Prudence décident que la nouvelle princesse devra organiser un banquet royal et la transition se fait par la répétition qui souligne l'ignorance de Cendrillon. Elle ne sait rien de l'organisation d'un banquet royal. Mais je ne sais rien de l'organisation d'un banquet royal. Et oui, c'est fini de roucouler et de boire des mojitos les seins à l'air sur la plage en mode lune de miel. Allez hop, au travail la princesse. Comme quoi, même en ayant un statut social bien plus élevé qu'avant grâce à son mariage avec un fétichiste des pieds quand même, hein, elle doit aller bosser la gamine. Charge mentale à tous les étages de la société, faut pas rêver. On comprend donc que ce banquet sera l'espèce de péripétie principale, le test du feu pour la princesse, une façon en somme d'évaluer ses mérites et ses capacités. On comprend assez vite, tant l'intrigue ne tient qu'à un fil, qu'elle va devoir leur prouver à toutes et à tous qu'elle est capable d'organiser ce fameux banquet. Et tout le monde parle d'elle, comme tu l'as déjà dit Fanny, comme si elle n'était pas là, en mode grosse infantilisation. Donc le grand-duc pense à bien faire lorsqu'il s'écrie « Mais c'est une tâche trop ardue pour cette pauvre fille !» Or, moi, dans ce commentaire qui me pose problème, on est, sans le vouloir, dans une hyper-condescendance qui infantilise donc littéralement, pauvre fille, Cendrillon. Quoique, quel âge elle est censée avoir déjà ? Peut-être que c'est une pauvre fille, peut-être qu'elle n'a que 14 ans, on ne sait pas, merci Disney. Donc le roi et le prince, ensuite, s'en vont dardard, faire des trucs de bonhomme, sans doute, sous couvert d'affaires d'État bien mystérieuses, et laissent Cendrillon gérer toute seule.
Donc toute cette séquence est ponctuée de gags visuels autour du départ du roi et du prince, avec un carrosse qui se remplit de plus en plus à ras-bord de tapis, de meubles, de tout un bordel. Et on comprend pas bien où ils vont et pourquoi tout ce merdier pour partir, quoi. Tellement plein le truc que le prince ne peut même pas monter à bord. Donc le carrosse démarre et il s'accroche juste à la poignée de la porte en faisant des vagues de la main, genre Lady Di style. C'est un prince. Hilarant, quoi. Comme souvent dans ces suites des années 2000, c'est truffé de bonnes vannes. Comme dans le bossu de Notre-Dame 2, niveau humour, on se situe à peu près, donc si vous n'avez pas vu ni le bossu ni les suites de Cendrillon, entre les blagues carambars et Anne Romanoff. T'es vache. Cendrillon entre en effet seul dans une pièce vide et immense et sombre du palais, et cette pièce fait déjà écho assez explicitement à la chambre de la marâtre au début du 1, c'est-à-dire que c'est une pièce terrifiante et qu'elle ne peut percevoir que comme terrifiante, parce que c'était vraiment l'antre du diable. Ici, la marâtre est donc remplacée par un nouveau beau-père qui est le roi, et qui est représenté en colère dans un portrait gigantesque qui la surplombe. Alors que dans mes souvenirs, le roi était censé être un petit bonhomme un peu jovial. Mais là, vraiment, il est caractérisé par l'instabilité émotionnelle, mais quand même des propensions à la colère. Oui, ici, il est genre bougon fâché. Donc, selon moi, c'est une première incohérence par rapport au premier opus. Ce n'est plus ce petit homme quelque peu excentrique et à fleur de peau, certes grand fan de sieste, parce qu'il est tout en train de dormir dans le 1, mais pétillant et plein de vie. Petit rappel, dans le 1, le père du prince est traversé successivement par des émotions très fortes, donc la frustration de ne pas avoir de petits-enfants, la colère d'avoir perdu la propriétaire de la pantoufle, et l'immense joie du mariage à la fin. Il passe ainsi des larmes aux cris, des cris aux larmes, dans une représentation assez rare, il faut le souligner, de l'expression d'une sensibilité masculine. Mais quand même empreinte de violence. Oui, empreinte de violence, ouais, c'est sûr. Et là, dans le 2, il est uniquement et totalement autoritaire, froid, limite Philippe Etchebest, quoi. Il a déjà les moustaches blanches, en plus, ça tombe bien. Enfin, ce sont les retrouvailles avec les souris et le chien, qui a changé de prénom entre-temps. Oui, maintenant c'est Bruno. Du coup, je peux plus faire ma blague. Bah alors, on n'attend pas Pato. Donc c'est les souris et le chien qui guident Cendrillon, mais en étant de bien piètres guides, car le château, tout est trop grand, tout est trop intimidant. Et le lendemain matin, la spinster, la bien nommée Prudence, vient donc réveiller Cendrillon. Et là, la farce consiste à montrer un lit et une forme bien emmitouflée sous l'édredon qui rompiche, comme si Cendrillon ne se réveillait pas à l'aube, tellement elle a été martyrisée en syndrome de Stockholm de son ancienne famille. Et la bonne blague, c'était en fait le chien qui dormait, donc le gros Bruno qui dormait, et qui se met à lécher le visage de Prudence, qui n'avait pas encore vu que c'était pas Cendrillon en fait, en s'exclamant « Votre Altesse !» Évidemment que Cendrillon était déjà levée, et on la retrouve aux cuisines dans ses anciens vêtements bleus de servante, parce qu'elle n'a pas compris Il y a eu la lune de miel, mais elle s'est dit « Tiens, et si je me remettais en souillon ?» Qu'est-ce que j'avais dit Évidemment qu'elle est levée, quoi. Et Prudence, en bonne pauvrophobe qu'elle est, ouais, la voit et s'adresse à elle avec mépris en la prenant pour une servante, donc elle la regarde des pieds à la tête, et parce qu'apparemment c'est ok de mal parler aux domestiques, toi, la fille. Donc pas farouche, pas blessée pour un sou, Cendrillon invite tout son petit monde à déjeuner, Prudence certes, mais aussi les 2 dames de compagnie qu'elle a désormais. Non, c'est des dames de compagnie. Ah oui, pardon, j'avais pas la subtilité. Donc ces 2 dames de compagnie qui s'appellent Béatrice et Daphné, et Daphné est un personnage gros, elle est grosse, et comme chez Disney on aime taper dans les clichés, c'est la seule qui est heureuse de l'invitation pour le petit déjeuner. Prudence coupe donc Daphné dans son enthousiasme pour émettre le premier commandement. Votre Altesse, une princesse ne doit jamais préparer ses propres plats. Et là, Cendrillon, la nunuche, s'extasie. Oh, il y a des règles pour le petit déjeuner. Donc la pauvre, son apprentissage de la noblesse va la faire complètement déchanter. Et Prudence n'aura dès lors qu'un seul maître mot à la bouche, puisqu'il lui faudra enseigner tout ce qui est convenable.
On arrive ensuite à la séquence d'habillage et de coiffure ridicule façon Pocahontas 2. Cendrillon est affublée d'une coiffure à perles et à rouleaux. Donc cette fois-ci Marie-Antoinette style. Et elle porte ensuite une cage à jupons. Et un corset très très serré dans cette éternelle blague de mise en scène de corset, de mise en place du corset de manière si brutale que l'on retrouve dans plein de dessins animés et de films même. Et on apprend ensuite à Cendrillon qu'il faudra qu'elle se change encore plus tard pour porter une autre tenue pour le dîner. Donc cette réalité d'apparence contrôlée et d'étiquette de la noblesse, Disney essaye de la retourner à son avantage, puisque si toutes les petites filles du monde veulent être des princesses, voici réellement, dans le vrai monde, ce qui les attend. Mais on sait bien que Disney, par le truchement de Cendrillon, va tout envoyer valser sous couvert d'héroïsme et de féerie. On a la révolte qu'on veut bien, tant que l'ordre réel du monde ne s'en trouve pas menacé. Hein. Faut pas exagérer non plus. Faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. On retombe donc dans une représentation de la féminité ostensiblement performée, une féminité convenable et socialement acceptée par la bourgeoisie qui use de 1000 artifices pour exister publiquement. Et pour atteindre cette féminité de princesse, on doit donc souffrir, contenir le corps tout en le masquant, le contraindre, lui imposer des formes et des postures contre nature, etc. Contre nature, hein. Nature. Donc je vous renvoie à ce sujet au premier épisode sur Pocahontas où on était bien plus virulente dans notre critique sur ce sujet. On connaît donc la rengaine et ce depuis notre plus jeune âge. Puisque ce genre de message pullule dans les dessins animés à destination des enfants. C'est qu'il faut les endoctriner tôt pour que ça rentre bien dans leur petite tête à ces princesses. Hein. Et c'est une autre petite entorse au premier opus, puisque Cendrillon était justement présentée comme belle au naturel, belle sans tous les artifices auxquels devaient justement avoir recours ses deux belles-sœurs Javotte et Anastasie. Mais est-ce que c'est une entorse vraiment ? Parce qu'en fait, là, ils essayent de la princessifier. Elle peut être belle au naturel et avoir plu au prince, mais désormais, elle est princesse, il faut qu'elle soit convenable. Du coup, il la déguise, quoi. Mais ça m'a un peu fait l'effet comme si son pretty privilege ne comptait plus passer un certain statut social, que la beauté, tout comme le faste du château, en fait, devait forcément rimer avec superficialité, extravagance, immodestie, perfection, etc. Et dans ce petit sommaire en mode Cendrillon apprend à vivre selon les usages du château, elle comprend bien vite que rien ne lui est permis. De vie de château, on passe rapidement à un peu un univers carcéral. Elle ne peut même pas ouvrir les rideaux pour admirer la vue et laisser entrer le jour. Un peu plus, et on pourrait penser qu'elle s'est mariée à Barbe Bleue. Il y a un peu cet effet, mais même terrifiant en fait au début, comme tu l'as dit. Que de règles et si peu de liberté quand on est une femme de prince, car oui, ne l'oublions pas, et ce second opus nous le fait justement bien remarquer, ce n'est pas parce que l'on se marie au pouvoir que le pouvoir est totalement nôtre. Cendrillon reste une femme, riche certes, maintenant riche, mais une femme quand même, et une ancienne femme du peuple, on n'efface pas si facilement sa condition. D'ailleurs, je me demande à quel point il n'y aurait pas des fils à tirer sur les recherches qui sont faites sur l'univers carcéral, justement. Un autre fil à tirer. Béatrice, une des dames de compagnie, s'avère être un double un peu plus jeune de Prudence quand elle essaye d'enseigner à Cendrillon les hiérarchies de la noblesse, par exemple, ou les différences entre crème et écu d'un côté et entre ivoire et coquille d'œuf d'un autre côté. Une autre séquence qui fait un détour par les cuisines permet une présentation du menu envisagé pour le banquet royal, et dans cette séquence, tous les couvercles sont évidemment soulevés par Daphné, puisque ce sont aux personnes grosses de s'occuper de la nourriture, c'est bien connu, pendant que Prudence énonce savamment le nom des plats. Seul le dessert pose véritablement problème, si ce n'était que... Enfin, pour nous le vrai problème, c'est que ce soit à Daphné de soulever les couvercles, mais dans le monde des personnages pour qui tout est beau, le dessert pose problème, puisque le dessert consiste en des pruneaux bouillis, c'est très dur à dire en plus. C'est dur à dire. Les pruneaux bouillis
sont une tradition du roi et Prudence les adore, pour bien insister sur le côté insipide et explicitement chiant des traditions. Ensuite, un peu plus tard, dans la cour, Cendrillon aperçoit des villageois qui la saluent à la grille du château, et en voulant aller leur parler, elle se fait rabrouiller par, je vous le donne dans le mille, Prudence, puisque ce n'est pas convenable de parler à des gens du peuple, #mépris de classe. La séquence suivante est rythmée par tous ces apprentissages de princesse en mode express. La danse avec les livres sur la tête en duo avec Béatrice et sous la supervision de Prudence toujours, qui, comme un mirador menaçant, obstrue de son dos tout le premier plan, avec une musique de chambre chiante, tellement chiante que le violoniste et Gugus se baillent. Gugus. Je dis toujours Gugus, mais je crois que je vais le dire comme ça m'arrange. C'est pas grave. Un autre des apprentissages consiste en un QCM Express, c'est l'entraînement par le feu où Cendrillon doit répondre à toutes les questions des personnages qui deviennent de plus en plus gros au fil des plans, soulignant ainsi l'angoisse grandissante de Cendrillon et son sentiment grandissant de ne pas être à la hauteur, et ce faisant, elle ponctue ses réponses de « je n'en sais rien ». Et cette longue séquence donc se termine par sa chute, avec un livre ouvert sur la tête et la cage à jupons visible. C'est censé être une séquence un peu gag, mais en fait elle est hyper angoissante, elle est hyper oppressante. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment la représentation de l'oppression. Ouais. Donc Cendrillon se relève et sort de la pièce la tête haute, bien qu'avec quelques cheveux ébouriffés, pendant que Prudence dit « c'est un désastre ». Cendrillon remonte ensuite tête baissée, dès qu'elle passe le pas de la porte, l'escalier qu'elle avait autrefois descendu en toute hâte pour regagner sa citrouille. Et là, on voit qu'il y a une opposition dans le mouvement de descente ou d'ascension de l'escalier. Avant, elle quittait la salle de réception pour regagner la maison de sa belle-mère, où elle n'était pas la bienvenue et où elle était maltraitée, mais qui était chez elle, en rêvant à son destin à venir dans le château. Et l'opposition, c'est qu'elle vit désormais dans ce château, c'est chez elle, mais elle s'y fait autant maltraiter et elle se sent désormais seule et démunie. Face à toutes ces obligations, les exercices imposés par Prudence cul de poule et les 1000 questions d'organisation auxquelles elle doit faire face, Cendrillon fait donc un micro-burn-out et s'effondre en larmes. Elle pleure ensuite dans son lit à baldaquin, comme autrefois elle pleurait sur sa paillasse, et comme autrefois, ses amis les souris surgissent pour la réconforter, tandis que joue, pour la première fois du deuxième opus, le thème musical de Cendrillon. Donc c'est une scène d'émotion, mais qui vire rapidement au comique, puisque d'abord elle se demande « Pourquoi ne puis-je retenir tout ce qu'on m'enseigne ?» Alors que « Meuf, calme-toi, ça fait 2 heures que tu y es, ça va aller, respire un coup. » Et ensuite, elle se regarde dans le miroir et s'exclame « Oh, mais de quoi ai-je l'air ?» Et Jack lui confirme « Cendrillon pas vraiment ressemblé à Cendrillon. » Mais depuis quand il sait pas utiliser les pronoms, lui ? Mais, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'elle a un moment eureka. « Ah, mais oui, il faut que je sois moi-même. Écoute ton cœur, gna gna gna. » Elle détache ses cheveux avec des perles et des bigoudis à tous les niveaux. D'un seul coup d'épingle, on connaît la rengaine aussi, et comme par magie les bigoudis, elle remet ensuite sa tenue de servante et tout va mieux. Comme Pocahontas dans Pocahontas 2, libérée, délivrée, quoi. Et pouf, elle redevient elle-même, soit Cendrillon en robe bleue, tablier, ballerine noire et nœud dans les cheveux. C'est décidé, elle va organiser cette fête, mais selon son idée et à sa façon. Parce que si le prince est finalement tombé amoureux d'elle, c'est pour ce qu'elle était dans le premier opus, une femme simple, finalement, nature peinture, quoi. Commence alors une chanson enjouée. Qui a dit que les règles ne devaient jamais changer ? Je sais pas, je crois qu'il y a quelques régimes dictatoriaux qui auraient leur mot à dire là-dessus. C'est le début des vrais préparatifs de son organisation du banquet. Donc elle est accompagnée au départ de Daphné, qui en fait est sympa. Elle se rend au village et remet à tous et à tous des invitations pour le banquet. Et Prudence la suivra quelque part derrière elle, partout. Cendrillon retourne donc à ce qu'elle sait faire. En cuisine... en cuisine Simone, quoi. Je redécouvre mes gags et je ris toute seule, c'est horrible. Elle revêt donc son tablier et décide de cuisiner un dessert, un autre dessert que les fameux pruneaux ignobles en sauce du menu traditionnel du château.
Et les souris maladroites font tomber du chocolat et du lait, mais bien sûr, quelle bonne idée, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est une crème choco qu'il faut pour remplacer les pruneaux. Et là, encore une fois, hein, peut-être que les souris préfigurent Ratatouille qui est sorti en 2007, donc 5 ans plus tard. Peut-être que les animateurs à ce moment-là se sont dit « mais c'est du génie, une souris qui cuisine !» Une crème au chocolat avec une tonne de chocolat en poudre et du lait, tout simplement. Donc d'accord, peut-être qu'ils auront au final bien besoin de pruneaux, les invités de son petit party. Ensuite, pour poursuivre les préparatifs du banquet, Daphné et Béatrice sont incitées à danser n'importe comment, #R, comprendre en réalité la valse. Waouh, révolutionnaire la Sandry. Prudence à tout moment s'écrie « Mais ce n'est pas convenable !» Et elle est moquée par Gugus et Jacques qui se mettent à danser en répétant « Ce n'est pas convenable, ce n'est pas convenable !» Cette petite danse sous le regard d'une famille de souris, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants, qui ont l'air ravis d'avoir ce divertissement d'un couple de 2 souris mecs qui dansent. Pourquoi pas? Enfin, Sandry ouvre les rideaux, la déglingo, et Prudence la met en garde. C'est son job après tout, c'est dans son nom. Nous courons à la catastrophe. On s'attend à ce moment-là à une réaction quelque peu catastrophique de la part du prince et du beau-père de Cendrillon. Ça crée un peu de suspense, quoi, mine de rien, toute cette histoire. Oh, tu parles d'un suspense. Oula, l'organisation d'un banquet royal. on se rattrape à ce qu'on peut, hein. Cendrillon finit par se préparer, mais sensiblement la même robe que pour son premier bal, iconique, diva, queen, 10 sur 10. Donc voici l'heure du banquet royal qui est venu. La salle de bal est colorée, les enfants dansent, les souris twerk. Il y a même un couple composite avec un papy villageois et une dame noble qui fait la bamboche. Vraiment, tout le monde est content. Un samedi soir, tout ce qu'il y a de plus normal, à mes yeux. On s'amuse bien chez toi. Mais évidemment, Prudence la mégère maugret, quelle horreur, qui résonne comme un « c'est contre nature, hein !» Ce n'est pas convenable. Tu m'étonnes, on n'est pas au Wokistan, quoi. Mais dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère qui baignait dans le romantisme et les traditions, comme nous le rappelle l'incipit du premier opus. Les trompettes claironnent l'arrivée du roi qui est stupéfait à la découverte de la salle. Waouh! Une servante lui renverse alors, oh bah tiens, quel dommage, une soupière de crème choco sur la tête et il bredouille tout colère. Qui a ouvert les rideaux? Prudence, Pouki Sandry, mais là, petit twist, au lieu d'être grincheux, le roi découvre la lune par les fenêtres comme un gros bonnet. Mais ensuite, il voit qu'il y a des roturiers dans le palais, ça réactive sa colère, et de nouveau, twist, dans ces montagnes russes des émotions, il retrouve, parmi les roturiers évidemment, un vieil ami. En gros, le roi est soupe au lait, change d'avis toutes les 2 secondes. Et ça a l'air d'être une des caractéristiques des masculinités chez Disney. Ouais, tout va bien, on gère pas nos émotions, qu'est-ce que c'est? C'est magique. Et enfin, il s'énerve. Alors là, il est rouge colère quand il voit qu'il n'y a pas de pruneaux. Et pas de pruneaux, pas de pruneaux. Mais la crème au chocolat lui coule dans la bouche façon coulée de caca et il se réjouit. Que tout le monde s'amuse, bravo de Prudence. J'ai toujours pensé que de nouvelles traditions seraient une bonne chose. Ok mec. Donc on résume, hein, il est émerveillé par le chatoiement de la lune, poète va, et conquis par le goût de la crème au chocolat, donc il éclate finalement de rire en se tenant le ventre avec ses mains, un signe de reconnaissance pour tous les personnages rondelets et empreints de bonhomie. Il est au max du fun donc, et invite tout le monde à danser. Et invitant tout le monde à danser, il met dans les bras du grand-duc en bon patriarche pour qui le consentement n'existe pas. Et en fait, le consentement n'existe jamais dans les Disney. Et il commence donc... le grand-duc commence donc un tango coquin entre lui et Prudence. Que l'on nous avait présenté comme aussi froide qu'un Mr. Freeze, on rappelle. Et quand Prudence se fait renverser par son partenaire de danse, le grand-duc, elle renverse également son avis sur Sandry. Elle est super et elles sont trop copines en fait. La danse réactivant ici un cliché bien éculé contre lequel luttent les féministes, celui de la mal baisée, R guillemets toujours,
dont la sévérité injuste se calme dès lors qu'elle trouve chaussure à son pied, wink wink. Donc le roi couronne Cendrillon pour finir d'un diadème, en plus du serre-tête qu'elle porte déjà. C'est stylistiquement too much, mais que serait un conte de fées sans un bon petit couronnement? Attention, dialogue horrible à venir. Ah oui, alors le prince dit à Cendrillon « J'aime que tu fasses les choses à ta façon ». Cendrillon répond « Un jour, je réussirai à être une vraie princesse. » Vraiment, j'arrive pas à ne pas rire. Comment font les doubleurs et les doubleuses? Et le prince lui répond « Mais tu es déjà une vraie princesse. » Alors, certes, certes. Mais tout doit-il toujours déjà passer par l'approbation d'un mec qui a le total de 3 répliques sur tout le film, qui a littéralement mis les pieds sous la table alors que le banquet battait déjà son plein. Et voilà, ainsi se termine minablement la première des 3 histoires du 2, baiser, fin, classique. On a ensuite une transition par le dessin du cœur qu'ont dessiné les souris dans le livre du récit cadre. Donc on revient, vous l'aurez compris, au récit premier, soit les petites souris qui créent un livre à partir de l'histoire que nous venons de voir, et on passe à la seconde histoire qui met en héros le bon Jack et son acolyte Gus en mode un peu Laurel et Hardy. Donc l'histoire 2 s'intitule Histoire de Jack que Gus trouve trop rigolote, mais pas Jack. Donc Marraine la bonne fée entreprend la narration du jour où son vœu s'est exaucé, après que Jack a en réalité cédé sous la pression de ses pairs et surtout pour plaire à la souris Marie. On comprend bien vite que cette seconde partie se concentrera uniquement sur Jack et une, encore à ce stade, potentielle histoire d'amour avec Marie, cette souris femelle. On vous rassure, c'est une souris femelle. Ouais, c'est encore un peu tôt pour les histoires de couple gay chez Disney. Ouais, ok, les animaux y parlent. Il y a eu une petite danse Jack et Gugus, mais il faudra bien que ça s'arrête là. Donc l'histoire commence par Jack qui de bon matin veut cueillir des fleurs pour Cendrillon car il a l'impression de ne plus rien pouvoir faire pour l'aider tant elle a désormais de domestiques. Et en agitant les tiges des fleurs qu'il essaye de cueillir, il signale sa position au gros matou blanc qui le prend en chasse. Dans le château, Jack et Gus arrivent juste après la livraison journalière de bouquets, un énorme bouquet évidemment. Ils se sont donc inutiles et tout petits. Toute l'histoire du 2 peut se résumer à « Je voudrais être celui qui a le plus gros ». 3 petits points, on vous laisse imaginer la suite. Par chance, Cendrillon oublie la liste des choses qu'elle a à faire pour l'organisation du bal du printemps et Jack se charge donc de la lui apporter. On retrouve dans cette seconde histoire notre Cendrillon en bonne responsable événementielle qui de nouveau doit organiser des festivités, comme si c'était l'unique fonction d'une princesse, hein Lady Di. Et au passage, une grosse dame noble mange des petits gâteaux pendant la réunion du comité d'organisation et s'effraie de la toute petite souris qui vient de donner un papier à la princesse. Après un énième gag grossophobe ou des sons lourds de piétinement en mode éléphant pour signifier le point d'écoute de Jack la souris, ont été ajoutés à la représentation de cette femme forte qui gesticule et court après avoir découvert la présence de Jack sous une table. La petite souris aventurière part donc aider Cendrillon au péril de sa vie quand même. Cendrillon remarque que Jack veut l'aider, alors elle lui donne rendez-vous à l'écurie pour voir les lieux où se tiendra la fête du printemps. Et à l'écurie, c'est le drame. Jack manque de se faire écrabouiller par les humains, puis par les chevaux, et il chouine « Cendrillon ne va jamais trouver Jack, c'est trop grand !» Et puis, il n'est pas aidé parce que des chevaux hennissent à chaque fois qu'il l'appelle, donc couvre sa voix, et Cendrillon part sans lui. Donc il se met à rager sur un banc en répétant en boucle qu'il n'aime pas être petit, qu'il veut être grand. Et cependant, le gros matou blanc s'approche peu à peu pour le croquer. Apparaît alors Marraine la bonne fée qui lui propose de l'aider. Et en fait, Jack ne veut pas seulement être grand, il veut aussi être un humain. Car Cendrillon, en tant que princesse, n'a pas le temps pour les souris. C'est un raisonnement chelou, mais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on n'avait tellement pas d'idées pour ce second opus que l'on nous propose le point de vue d'une des souris qui rêve d'être grand. Pour réaliser son vœu, il fait inconsciemment appel à Marraine la fée qui, à peine matérialisée par magie, s'assied sur lui parce qu'elle ne l'avait pas vu. On connaît l'astuce de Disney, hein, donc c'est ne pas lésigner sur les gags visuels quand on ne sait pas quoi foutre dans son scénario. Et en plus, évidemment, c'est sous les grosses fesses de Marraine la bonne fée qui manque d'être étouffée. Hein.
Et là, évidemment, transformation, boubidi bou. Jack est transformé en super mascu, haut comme 7 souris selon le POV de Pompon le chat blanc. Un homme, plus qu'un homme que lui, tu meurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Jack, qui a quand même gardé sa belle tête de rongeur avec de longues dents. En plus, il y a tout un moment un peu suspense où on ne voit pas son visage. Oui. On ne suit Jack que de dos. Et on se dit quelle tête il va avoir, quelle tête il va avoir, quelle tête il va avoir. Et vraiment, c'est la déception. Paf les dents. Quoi. Mais même les oreilles aussi, elles sont un peu... Oui. Mais le chat, Pompon, continue de le chasser car comme c'est un chat idiot, il pense qu'un grand humain fabriqué à partir d'une souris, ça veut dire plus de souris à l'intérieur de l'humain. C'est un raisonnement encore plus chelou, mais on nous fournit gentiment un schéma à l'appui, donc on est censé comprendre le raisonnement du chat. Jack répète ensuite en chemin tout ce qu'il veut dire à Cendrillon, alors qu'elle est fort occupée, donc on pressent que il va se faire un peu rabrouer encore ou laisser pour compte. Et le gag consiste à ce qu'il se cogne à plein d'endroits différents parce qu'il n'a pas conscience de sa taille, tout en ayant toujours énormément peur du chat. Et quand Jack voit ses amis les souris chassés par la grosse dame effrayée, il essaie de les aider. Et ce qui devait arriver arrive. La grosse dame, qui est une comtesse, le prend pour son héros et il est dépité d'être mis en couple avec elle. Vraiment dégoûté, le gars. La comtesse est en effet représentée par toutes les caractéristiques de la grosse coquette idiote. Grossophobie, le retour. C'est évidemment hyper déshonorant pour Jack d'être associé à une personne grosse. C'est humiliant pour lui d'être à ses côtés. C'est humiliant aussi que Cendrillon envisage qu'il fasse un beau couple. Donc, on passe ensuite à la grande fête du printemps, qui est en réalité une grande fête foraine. À nouveau, on retrouve cette facilité de représentation dans un univers médiévisant d'une fête foraine où qui... J'arrive pas à cette phrase. Oh, l'abandon au milieu de phrase. C'était beau. La grande fête du printemps est en réalité une simple fête foraine, puisqu'on retrouve cette propension dans les Disney à considérer que toute fête médiévisante serait évidemment une fête foraine, avec des éléments de divertissement, foire au manège, stand de tir, grande roue, etc. Et qui dit fête foraine dit éléphant, clown qui jongle, la complète, quoi. Cette seconde partie du film mise tout sur du comique de situation et de gestes vus et revus, avec un Jack humain qui se débat avec sa cavalière, la grosse dame du début qui avait failli l'écraser quand il n'était encore qu'une souris, et sa chatounette, soit le chat Pompon. Il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que c'est globalement attendu, pas drôle et grossophobe. Jack est forcé de danser avec la comtesse parce qu'il y est poussé par Cendrille, et il enchaîne catastrophe sur catastrophe. De loin, Marie la souris, qu'il avait entendue et reconnue, le cherche, et alors qu'il est pris entre les deux feux que sont le gros chat d'un côté qui l'effraie et la grosse dame de l'autre qui l'effraie, Jack essaye de s'enfuir par tous les moyens. Comme Jack gâche toute la fête, c'est bien connu, Marraine la bonne fée lui propose de redevenir une souris pour qu'il puisse effrayer un autre gros animal qui sème la terreur, soit l'éléphant. Et là, le parallèle entre le pachyderme et la grosse dame, qui ont tous les deux peur des rongeurs, mérite vraiment un face-palm. Pas bravo du tout, Disney. Ouais. Transformation. Et oui, Jack est de nouveau une souris, et il effraie maintenant l'éléphant et restaure l'ordre. Marie l'embrasse, parce que c'est un héros, c'est bien connu. Cendrillon le remercie. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Fin de la deuxième histoire du 2. Et là, transition, dessin sur le livre des souris. Une souris enchante les crayons et c'est le bordel dans la création du livre. Jack commente oui, et ça me rappelle un autre désastre quand Anastasie est devenue amoureuse. Donc c'est une transition pied dans le plat, on y va avec nos gros sabots, ça s'appelle. Là déjà, remarquons une différence de point de vue entre les souris mâles et les souris femelles. Gus renchérit les propos de Jack. C'était une vraie catastrophe. Alors que Marie, la romantique, affirme non, c'était une vraie histoire d'amour.
Donc c'est bien, apprenons aux enfants que l'amour doit être perçu différemment selon leur genre, c'est tout à fait sain. Allons-y, faisons que les garçons trouvent ça forcément idiot et destructeur, mais renforçons surtout le fait que les filles doivent fondamentalement trouver ça désirable. On pouvait pas faire moins binaire comme représentation. On va laisser une question ouverte. Il y a du suspense. On passe à la troisième et dernière histoire, du deuxième opus. Avec une ouverture sur une bagarre entre Anastasie et Javotte, fidèles à elles-mêmes depuis le 1, qui se bagarrent pour un ruban, toutes futiles qu'elles sont. Donc la marâtre arrive, annonce que Sandry donne un bal pour les célibatants du royaume et enjoint à ses filles de ne pas la décevoir, encore une fois. C'est ça l'éducation positive, oui. Donc Cendrillon a clairement monté une agence événementielle à ce stade. C'est pas possible autrement. La troisième histoire se concentre donc sur Anastasie et son célibat de l'angoisse, parce que subi, on le comprend assez vite. Elle révote devant une boîte à musique de Cendrillon et son prince, en mode « Un jour mon prince viendra ». C'est pas un peu cringe d'avoir sa demi-sœur dans un objet, je sais pas, genre pourquoi avoir Cendrillon en miniature dans une boîte à musique ? Pendant ce temps-là, Sandry s'est déguisée, dans ses vieux habits marron et bleu du 1 pour aller au marché incognito, une vraie Clark Kent des temps pas modernes. La raison de cette magouille, c'est qu'elle veut faire une surprise au prince et lui offrir une couronne de fleurs. Ça pue le prétexte narratif, ça, parce que, genre, elle n'avait pas d'autre moyen pour lui offrir un bouquet. On vient d'apprendre qu'elle se faisait livrer des bouquets toutes les semaines. Oui. Mais elle est obligée de se déguiser. Puis avec sa petite agence, là, ça y va les bouquets. Hein. Anastasie et Javotte se rendent également au marché avec leur mère, et c'est là qu'Anastasie rencontre le fameux boulanger, une espèce de sosie de Phébus, mais qui enfourne des petits pains au lieu de les distribuer, des pains. Ouh, padam psh. Elle tombe d'abord sous le charme du doux fumet des petits pains qui sortent tout juste du four, puis sous le charme, évidemment, du boulanger. Nous, Cendrillon, Gus et Jack aperçoivent la scène depuis la fenêtre, quand j'avais dit que ça puait le prétexte narratif. La marâtre arrive et casse l'ambiance. Elle ne sait que faire ça, de toute façon. Et juste avant qu'elle arrive, Anastasie croque dans le pain qui sort du four. Et on passe sur tous les sous-entendus grivois du boulanger qui suggèrent « Allez-y, elle est toute chaude hein !» Donc baguette is the new fruit défendu. Anastasie, c'est la nouvelle Ève, rien que ça. La marâtre dit à sa fille « Anastasie, tu allais faire une grave erreur. Tout ce qui se trouve dans cette boutique est inférieur. » Là, on retrouve le hashtag mépris de classe. Tout va bien. Elle reste donc dans son rôle d'affreuse marâtre. Les générations de belles-mères qui ont dû souffrir de cette représentation, mon Dieu, et interdit à Anastasie d'adresser la parole à ce vaurien, rien n'a changé, c'est toujours la grande méchante comme dans le 1. En même temps, fallait s'en douter, elle est habillée tout en violet et vous savez très bien ce que ça veut dire si vous avez déjà écouté les autres épisodes de ce podcast. On notera au passage que la marâtre a fumé l'équivalent de son poids en clope depuis le 1, parce que sa voix, elle a bien pris cher. Et Cendrillon est si bien déguisée que sa propre famille ne l'a pas vue quand même. Ah là là, déguisez-vous en domestique si vous voulez être invisible aux yeux des riches. Apparemment, ça marche mieux qu'une cape d'invisibilité. Mais elle, Cendrillon, a bien vu qu'Anastasie et le boule-boule avaient une love story en cours de développement. Elle met donc en place un plan avec ses amis les animaux. Des souris et des osios, on vous rappelle. Parce qu'à part des animaux et son mec, elle n'a pas d'amis, Cendrillon. D'où cette organisation incessante de fiesta loca pour se faire des potes, peut-être, on ne sait pas. Et donc elle met tout en place pour que Anastasie et le boule-boule se rencontrent dans la rue, comme par hasard. En gros, elle est la romancière d'une rom-com et le plan tourne mal, c'était prévisible, mais c'est le drame. Anastasie finit souillée dans la boulangerie et le boulanger dit « Vous êtes pas fait mal ?» Yes, les doublages, faussement pauvres, véritablement classistes. Anastasie part en courant dans la rue et se fait moquer parce qu'apparemment, quand quelqu'un sort en courant d'une boulangerie, le peuple entier est là à faire « Wouh, wouh !» Elle est sale. Et c'était la faute de Lucifer qui était à la poursuite des souris. Oui, on n'avait pas assez eu de course-poursuite en mode Tom and Jerry low cost. Et passe en courant sous les jambes d'un cheval qui se met à ruer et propulse donc Anastasie dans la boulangerie.
Elle est recouverte d'œufs et de farine, la pauvre. Choc-barre. Oui, j'essaye de rester jeune. Anastasie pleure donc toutes les larmes de son corps à la fontaine et Cendrillon vient mi-lui remonter le moral, mi-lui remonter les bretelles, alors qu'Anastasie affiche du mépris de classe envers le déguisement de domestique de Cendrillon, qu'elle a choisi pourtant. Cendrillon, donc, qui visiblement a très vite oublié tous les malheurs qu'Anastasie et sa sœur lui ont fait vivre dans le 1, quand elle était encore leur esclave, puisqu'elle propose de l'aider à séduire l'élu de son cœur. Elle doit vraiment s'emmerder dans sa vie de princesse, la meuf. C'est vrai. Et le 2 nous met alors en place ce qu'on va appeler le quart d'heure cartoon, puisque à tout moment, on voit surgir des gags qui sont tirés de l'intrigue des animaux qui vit en parallèle de l'intrigue des humains. Donc là, Lucifer suit depuis le marché jusqu'au palais les souris et se retrouve hypnotisé façon Mowgli face au serpent K quand il voit le matou blanc royal du nom de Pompon qui le méprise en lui tournant le dos. Les souris proposent donc de mettre en place un plan pour que les deux chats soient amoureux et les laissent tranquilles. Donc il y a là une forme de parallélisme qui se met en place entre le monde des humains et le monde des animaux où les gentils essaient d'aider les méchants à trouver l'amour. Oui, parce que tout le monde est extrêmement magnanime dans le monde de Cendrillon, même envers ceux qui veulent les bouffer tout crus. Et tout le monde est cis-hétéro aussi, même les chats, faut pas déconner. Ouais, c'est clair. Du côté d'Anastasie, elle se fait démaquiller par Cendrillon et s'étonne. C'est tout, pas de maquillage, mère nous dit toujours que ce qui compte, ce sont les apparences. Et elle réussissait jusque-là mal son coup, du coup, si c'est le cas. C'est clair. Et donc on a ensuite un passage en musique de la double métamorphose Pretty Woman en plan alterné entre Lucifer qui se fait décrasser par les souris et Anastasie qui se fait relooker par Cendrillon d'un autre côté. On le voit, le parallélisme est peu flatteur pour Anastasie qui se retrouve mise sur le même plan que le vilain matou au nom diabolique. Mais bon, apparemment c'est comme ça chez Disney. C'est la traditionnelle séquence de mise en beauté que l'on avait déjà dans Pocahontas 2, on l'a déjà dit, mais qui est aussi un cliché des teen movies, quand la moche, se fait relooker et devient une super bombasse parce qu'elle enlève genre ses lunettes et son appareil dentaire. Faut pas s'étonner d'être bourré de complexes après à 14 ans. Merci Disney. Lucifer essaye aussi plusieurs tenues. Donc la première, c'est un bonnet, des bijoux, des lunettes, donc le tout hyper clinquant. Puis un look de clown hyper coloré, très permanenté. Puis opte finalement pour un look aristo avec une raie au milieu et un monocle. Du côté d'Anastasie, elle cherche quant à elle la coquetterie. Plein de robes à foufou dans des couleurs vives. Alors que Cendrillon lui recommande véritablement la simplicité. Une seule et unique robe violette, assez droite avec un col bateau. Anastasie se fait lisser les cheveux, ou en tout cas retirer ses anglaises bigoudis, là, on sait pas trop. Cendrillon avait quand même précisé, avant toute cette transformation et performance de la féminité, que ce qui compte le plus, c'est la beauté intérieure. L'intention y était, elle est même reprise dans la musique qui accompagne cette séquence qui s'appelle « Ce qui compte est à l'intérieur ». Ils se font pas chier, quoi, surtout pas pour les paroles qui ne font aucun sens. Donc je vous cite « Et même si tu penses qu'il n'y a que l'apparence qui peut faire ton bonheur, ne sais-tu que ce qui compte est à l'intérieur ?» Et juste après, genre quelques secondes après, « J'ai du style, de la grâce, mais sans aucun maquillage. Pas de mari !» Ah ben mince alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Abort mission, instruction pas claire. C'est clair. on met du maquillage ou pas? Je remets des épingles à cheveux. Mais l'extérieur, en tout cas, n'est pas encore en adéquation avec ce qui se trouve à l'intérieur d'Anastasie, puisqu'elle insulte immédiatement Lucifer et Cendrillon en profite pour lui faire une petite morale. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, Anastasie. Ce qui, on est bien d'accord, est un conseil masterclass d'hypocrisie, non? mais en tout cas, sur Anastasie, ça a un effet eureka, genre « Ah ouais !» Faut être gentille, pas juste intelligente et belle, mais gentille, avec ces pauvres bougres qui n'ont rien demandé que d'être chouchoutés, bichonnés, caressés dans le sens du poil. On n'est pas chez les féminazis ici, hein. Donc le vrai conseil, là, la pépite de Cendrillon, je vous le donne en 1000, c'est de sourire.
Comme tous ces bons quinquas qui t'haranguent dans la rue pour s'assurer que la joie se lise bien sur ton visage, même si c'est le 10e de la journée. Ouais, voilà. Mademoiselle, souris. Moi, je suis pas d'accord avec ce conseil. C'est un truc qu'on entend tout le temps en tant que femme. Tu pourrais sourire. Et en fait, Anastasie, qu'Anastasie soit méchante, c'est nul. Mais elle a le droit d'être en colère ou de tirer la tronche là-haut. Et c'est pas parce que Madame Cendrillon lui dit sois belle et tais-toi qu'on doit laisser passer ça. C'est quoi ces conseils deuxième vague là, à vouloir prôner la simplicité et le sourire? Mais qu'elle soit vulgose autant qu'elle veut, c'est bon. Elle a le droit d'aimer le maquillage de drague, les froufrous et les cheveux chelous. On peut la laisser vivre en fait, Anastasie. Anastasie s'entraîne donc à sourire devant le miroir, parce qu'elle suit donc malheureusement les conseils de sa demi-sœur. Et là, t'as peur, quoi. Une bouche, une péninsule. Une bouche grande comme ça détruit des vies. Ou des couples. Si comme moi, on a l'esprit très mal placé. La blague de la séquence réside, effectivement, évidemment, dans le fait qu'Anastasie ne sait pas sourire. Elle finit par faire un sourire crispé façon Joker, qui fait peur même à Lucifer. Donc là, c'est dire, si le diable a peur, où va le monde? Anastasie sait maintenant sourire, grâce à la belle Cendrillon, mais elle a peur de la réaction de sa mère si elle apprend son amour pour un simple boulanger. Et Cendrillon lui sort la phrase signature de tous les scénaristes chez Disney, apparemment. Je pense qu'ils doivent avoir un poster de ça dans leur salle d'écriture. Il est peut-être temps que tu écoutes ton cœur plutôt que de suivre les ordres de quelqu'un d'autre. Donc là, on assiste à la deuxième transition boîte à musique. Avec supplément volute d'étoiles. Et à chaque fois, cette boîte à musique cause soit jalousie, soit mélancolie, soit les deux chez Anastasie, car ce cas Cendrillon lui semble inatteignable. Or là, elle s'imagine danser avec son bon pétrisseur de brioche. Et le thème musical... le rêve d'une vie c'est l'amour se fait entendre comme s'il sortait en fait de la boîte à musique, nous signifiant qu'elle, Anastasie, est toute à sa rêvasserie amoureuse. Et d'ailleurs Lucifer lui aussi rêvasse à son matou blanc royal du nom de Pompon. Anastasie prend donc le contrôle de sa propre destinée, wouhou! Et on est en droit d'attendre un truc hyper héroïque et badass, et en fait, elle jette tout le pain de la maison. Non mais ok, c'est pas bête, s'il y a plus de pain, elle a enfin une excuse pour aller en chercher, quoi. Oui, et puis elle a quand même un moment un peu plus cool où elle vire le cocher du carrosse pour prendre sa place et partir elle-même jusqu'à la boulangerie. Parce que les femmes ont le droit de conduire des véhicules désormais. Yes, c'est la révolution féministe chez Disney. Le Boule-Boule puis Anastasie achètent tous deux des couronnes de fleurs pour les offrir à l'un à l'autre, mais comme dans toutes les rom-coms, au moment où Anastasie arrive, le Boule-Boule est en train de les montrer à une autre femme pour avoir son avis, pour savoir si ça va plaire à l'élu de son cœur. Anastasie n'y comprend rien et s'effondre et part en courant. Heureusement, le Boule-Boule la voit partir. Et sa destination, c'est la fontaine surmontée d'un Cupidon. Hashtag Disney les gros sabots. Quart d'heure cartoon. Oui, pendant ce temps-là, petite séquence où Lucifer doit séduire Pompon, puis se débine, puis les souris le poussent en lui tendant un bouquet de poissons. Côté chat, c'est beaucoup plus simple de conclure apparemment, un bouquet de sardines suffit. La belle accepte enfin la cour féline, mais twist final, elle lui propose de chasser les souris ensemble, ce qui fait que Lucifer revient sur sa parole envers ceux et celles qui l'ont aidé, les souris. Alors que Pompon est à 2 doigts de croquer le cul de Gus, je l'ai vraiment jamais dit juste. Jack lui renverse une carafe d'eau sur la gueule, et là, magie de Disney, elle se transforme en personnage de marieuse dans Mulan, avec son eyeliner qui coule. Décidément, depuis la sortie de Mulan 1 en 98, c'est un lieu commun. Bon là, on n'est plus à un manque flagrant d'originalité près. Pompon, tout comme Anastasie, j'ai marqué. Pompon, tout comme Anastasie, s'en va, bougon triste. Et pendant ce temps-là, le Boule-Boule choqué déçu se rend aussi vers la fontaine Cupidon, comme par hasard, pour soupirer le contenu de son cœur solitaire. Après le retour de la marieuse de Mulan, on a le retour de Djali, la chef d'Esmeralda, qui apparaît un quart de seconde pour boulotter la couronne de fleurs de boulanger. On ne comprend pas pourquoi. Donc le boulanger et Anastasie se retrouvent, ils s'aiment, c'est merveilleux, tralala. Ils se rabibochent aussi rapidement qu'ils se sont fâchés finalement, et il n'y a pas
et rencontrer, en fait. Il n'y a pas le temps, hein, c'est de la romance chez Disney. Ouais, il faut que tout soit bouclé en moins de 24 heures. Mais arrivent alors Javotte et la marâtre qui viennent mettre leur grain de sel classiste et grincheux. Mais heureusement, Anastasie se révolte parce que c'est ça le véritable pouvoir de l'amour. Elle confronte finalement sa mère et sa sœur qui l'accusent de s'être suffisamment ridiculisée avec ses niaiseries. Il semblerait qu'elle soit devenue québécoise pour le coup, en disant niaiserie. Mais bon. Elle tient donc la tête à sa mère et lui annonce droit dans ses ballerines qu'elle ira avec le boulanger au bal. Javotte est choc-barre de baiser. Je vous ai dit que j'essayais de paraître plus jeune. Et la marâtre lui tourne les talons. Les deux couples que forment Cendry et le prince d'un côté et Anastasie et le boule-boule dansent au bal, comme dans le rêve d'Anastasie qu'on avait vu un peu plus tôt. Anastasie remercie sa demi-sœur princesse qui lui dit sur un ton de je ne sais tout je te l'avais dit, les rêves deviennent toujours réalité. Fin, rideau, transition, dessin de souris. On retourne au récit cadre, on a compris la mécanique. On finit évidemment sur quart d'heure cartoon. Avec les souris qui apportent le livre à travers tout le château, jusqu'à Cendrillon qui, un instant auparavant, était pourtant juste devant eux. Mais la séquence de la course effrénée semble bien moins impressionnante si elle ne dure que 2 mètres apparemment. Il s'empresse donc de montrer le livre à Cendrillon sur la musique de Salagadou, la Machikabou, la Bidibidabidibou, en mode chipmunk insupportable toujours. Cendrillon s'émerveille devant le livre telle une mère de famille devant les dessins de ses enfants. « Mais c'est merveilleux !» Oui, Cendrillon, on te croit. La boucle est enfin bouclée. Cendrillon lit les aventures de ses petits compagnons, du nous collectif, et fin. Vive l'esprit de communauté, vive le socialisme, vive Marx. Je déconne, on adore le capitalisme ici. Mollo, tout doux, tout doux. Donc, ce deuxième opus se termine sur Cendrillon qui lit au coin du feu ses nouvelles aventures avec les souris qui l'écoutent et Marraine la bonne fée qui roupille dans son coin. Laissez-la tranquille, c'est une vieille personne. Je suis épousée Altesse grâce à un petit soulier. Je rêvais d'amour et je l'ai enfin trouvé. C'est vraiment pour moi une très belle année. Dans Cendrillon 3, enfin. Ouh, Cendrillon 3, tatin, on y vient. Vous êtes toujours là? Ok, on y va. On retrouve donc le petit couple de prince et princesse avec la belle qui se promène pieds nus et le fétichiste des pieds qui ne peut plus s'arrêter de lui trouver des souliers et de les lui apporter. Ça a l'air d'être une private joke entre eux, on veut même pas savoir ce qu'ils en font. Apparemment, ils mettent de l'eau dedans. Oui, c'est hilarant. Déjà, on ne dirait pas le même château. Qu'est-ce qu'ils ont fichu avec ces tours qui ressemblent à des cotons-tiges? Donc là, la narration commence en voix over par une adresse au public, par Cendry qui parle d'elle à la 3e personne avant de glousser. Et cette jeune fille, c'était moi. Et se retourne en face cam avec envoyer les titres sous forme de word art avec un sous-titre rose chum. Et commence alors une chanson récapitulative pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le 1. Donc Cendrillon chante devant des tableaux d'elle et du prince et qui reprend les principaux événements de son histoire d'amour. Une année s'est donc écoulée après leur mariage. L'histoire n'est pas la même du côté des 2 belles-sœurs puisqu'elles vivent toujours dans le château lugubre de la marâtre et sont maintenant Souillon à la place de la Souillon. Elles récurent le sol, elles font la vaisselle, elles s'occupent de Lucifer. Une très mauvaise année, donc, c'est elle qui le résume. Oui, parce que la chanson oppose une merveilleuse année de la part de Cendrillon et une très mauvaise année de la part des 2 sœurs. Anastasie observe au loin les 2 tourtereaux, donc Cendrillon et son prince, et se met à rêver, elle aussi, de trouver un prince qui voudrait bien demander sa main. Donc là, exit le 2, le boulanger a dû retourner à ses petits pains, puisqu'elle est de nouveau célib Lago. C'est quand même dommage de faire un 3 qui soit uniquement une suite du 1 et pas une suite du 2, parce que mathématiquement, ça tient pas du tout debout. Et en fait, c'est même une occasion manquée parce qu'il n'aurait pas été difficile de faire de Javotte, cette fois, la principale antagoniste. Et de fait, Anastasie a retrouvé sa coupe avec une gaufrette sur le dessus du crâne.
Mais cette fois, elle sait sourire et elle sait chanter juste, ce qui était impossible avant pour elle. La marraine La Fée a organisé avec l'aide de sa magie et des souris une petite sauterie d'anniversaire façon brunch dans les bois, avec pétales de rose, petits lacs avec des signes qui s'entrelacent en forme de cœur et effusion de bons sentiments et de magie. Et il y avait un naked cake du plus bel effet. En fait, Marraine la Bonne Fée, c'est aussi une event planner, mais sa voix, c'est encore une voix différente, non? Oui, je sais pas ce qu'ils foutent avec les doublages. Ils assument pas les doublages. Mais c'est la petite sauterie pour leur noce de coton. Ouais. Anastasie, qui a toujours un coup d'avance, a tout observé caché derrière une branche. Une cachette à faire pâlir d'envie un enfant de 5 ans, de nouveau. Hein, c'est un clin d'œil par rapport à l'épisode précédent. Et d'une voix idiote, elle dit « Voilà le secret de Cendrillon, la magie !» Oui, parce qu'en fait, apparemment, elle avait toujours pas capté. Et ils ont pas capté qu'elle se changeait de souillon en bonasse. Voilà, en un claquement de doigts, tout paraissait normal. Donc après une démonstration de magie avec des fleurs lumineuses qui tournicolent dans les airs, Marraine la Bonne Fée envoie valdinguer sa précieuse baguette qui se plante pile devant le gros nez d'Anastasie. C'est bien fait quand même. Donc Anastasie s'empresse de retourner tout résipéter à sa mère et lui apporte la baguette magique de la vieille folle, vieille sorcière, la Marraine La Fée. Donc ça c'est Anastasie qui le dit, c'est pas moi. Et Anastasie et la marâtre ont l'intention de l'utiliser pour trouver un prince pour Anastasie et décident donc de ne pas la rendre à la Marraine La Fée. Donc Anastasie, on l'a compris, est devenue voleuse, mais évidemment, apparemment, elle est toujours idiote, parce qu'elle se dit « C'était quoi déjà la formule wapiti wapiti bou ?» Marraine la Bonne Fée arrive et tente de récupérer sa baguette. Elle dit « Dans des mains mal intentionnées, elle pourrait devenir extrêmement dangereuse. Tu m'étonnes, la vieille. » Là, d'accord, c'est moi qui le dis. Et paf, elle transforme Lucifer en oie avec une tête de chat. C'est le retour du quart d'heure cartoon qui permet à la marâtre et à Javotte de voir que la baguette magique est vraiment magique. Parce que jusque-là, elles étaient un peu sceptiques. Ouais. Et donc, Anastasie et la marâtre transforment la marraine en statue. Et mention spéciale pour la meilleure réplique des 3 films réunis, Anastasie qui, devant la statue de Marraine La Fée, dit « Coucou, coucou grand-mère !» Mais là, en fait, Anastasie panique un petit peu. Elle devient légèrement humaine. Elle s'excuse, elle s'affole et elle dit « Je voulais pas lui faire de mal », alors que la marâtre a un moment un peu eureka mais c'est bien sûr, c'est comme ça qu'on va faire. C'est comme si un peu le film nous faisait un clin d'œil de... En fait, Anastasie, elle a un bon fond, vous verrez dans la suite du film. Ouais. La marâtre découvre donc le secret de Cendrillon et on s'y attend bien évidemment, vu qu'elle nous a été décrite comme une horrible bonne femme depuis le 1. Elle va utiliser la baguette pour obtenir ce que tous les bébés cadom électeurs de Trump et autres fans d'Elon Musk recherchent dans la vie, le pouvoir, la richesse, la vengeance. Et là, il y a une bande musicale dramatique de grands vilains, donc on sait qu'elle rigole pas. Les 2 pains bêches se disputent la baguette pour soit être riche, soit avoir son prince rien qu'à elle. Mais voilà, c'est maman qui décide, donc elle bibidi bobidi bou et crée une faille spatio-temporelle digne des meilleurs films de science-fiction. Non. Option tourbillon de nuages et éclairs des enfers. Sur fond duochrome, vert et violet, traditionnellement, on s'en rappelle, associé chez Disney aux méchants et aux sorcières. Et la simple possession de la baguette lui confère comme par magie une connaissance mystique des plus avancées et des plus dramatiques. Il n'y a pas besoin de formation, ne passez pas par la case départ, touchez 200 000 balles et la baguette magique. Et la formule donc récitée par la marâtre, c'est que la lune et le soleil s'inversent, que le temps et les marées reviennent en arrière, que le fil du bonheur de Cendrillon s'enroule jusqu'à l'instant où commença mon malheur. Parce que là, voilà, c'est quand même une incantation un peu alambiquée. Oui. C'est pas bibidi bobidi bou qu'on peut à peu près... tu vois, elle semble prête à l'emploi. Bibidi bobidi bou, ça va. Ouais. C'est le niveau 1. Là, on a une incantation vraiment de grande méchante, quoi. Et personne ne lui a appris. Peut-être qu'elle s'est entraînée toute sa vie devant un miroir.
Par ailleurs, je trouve que les effets visuels de cette séquence ressemblent un peu à ceux de la petite sirène quand Ursula déploie sa magie pour transformer les âmes des damnés en mollusques. On a une fenêtre ouverte sur le lieu où se trouvent les autres personnages concernés par le sortilège, donc le prince et Cendrillon, qui sont séparés au fur et à mesure des séquences. Et tout ça sur fond vert brillant scintillant de volutes et de fumée étoilée, d'où regardent en premier plan Javotte, Anastasie et la marâtre. Donc le teint blafard des trois méchantes, c'est cadeau, ça fait partie du starter kit. Toi aussi deviens une grande vilaine. Hop, t'es obligé d'avoir le teint gris. Donc cette magie devenue ici maléfique défait les liens amoureux entre le prince et Cendrillon pour revenir en arrière au temps où Cendrillon n'était encore que servante en sa propre maison et où le grand-duc n'était pas encore passé pour mettre chaussure à son pied. La marâtre est claire, c'est la seconde chance pour Anastasie de devenir enfin une princesse, alors ne la gâche pas. On ne comprend pas bien comment elle va pouvoir cette fois-ci passer son gros panard dans la chaussure de verre, mais bon, soit. La séquence d'essayage reprend donc là où on l'avait laissé pour la seconde fois, et Anastasie est joie. Elle trépine d'impatience, sans mauvais jeu de mots. Mais elle le sait, on le sait, tout le monde le sait, son pied est trop grand. Comment va-t-elle bien pouvoir faire? Le suspense est intenable. Il nous refoute donc le gag visuel en mode la chaussure est aussi grande que son gros orteil, le laquais doit monter sur sa jambe et redoubler d'efforts pour faire rentrer son pied dans la chaussure. Pourquoi nous infliger une seconde fois cette scène? Le kink, Jeanne, le kink. Tout pour le kink. Ah oui, c'est parce que grâce cette fois à la baguette magique volée, la marâtre peut changer le cours des événements. Et paf! La chaussure se coule subitement, comme par magie, puisque c'est de la magie, le long du pied gigantesque d'Anastasie, laissant tout le monde sans voix. Sauf Anastasie, bien sûr, qui hurle de bonheur avec sa vieille voix d'invétérée fumeuse toute cassée. Javotte dans un coin, elle est deg et jalouse, ouais, c'est vraiment miraculeux, super. Et pourquoi dans le 3 déjà, on donne toujours pas sa chance à Javotte déjà? Incompréhensible. Elle aussi, elle mérite. Elle a pas besoin d'être tout le temps en arrière-plan. Ouais. Donc gag visuel sur gag visuel, elle finit sa petite danse de la joie en faisant le poirier devant le visage toujours aussi fermé de sa mère, qui se contente de pousser ses jambes au sol en disant « Grâce et prestance, ma chère !» alors qu'Anastasie perd littéralement sa robe et dévoile sa culotte longue. On est au max de l'humour, hein, comme toujours dans les suites Disney. Oui, parce que voir les sous-vêtements des adolescents, c'est hilarant. Apparemment super fun. Cendrillon est donc condamnée à rester servante et est formellement défendue par la marâtre d'approcher le prince ou le palais. Elle brise même la seconde pantoufle de verre au sol. Que Cendrillon avait gardé dans son tablier. Parce que c'est safe dans un tablier, une chaussure de verre. Ouais, tout va bien. Puis tout le monde se promène avec une pompe dans sa poche, non? Au cas où. Et en bonne sadique, de dos et au premier plan par rapport à Cendrillon qui se voit ainsi rabaissée, elle lui ordonne de ramasser le verre brisé. Donc en rappelant bien sa condition contrainte de domestique. Je casse ta chaussure et maintenant tu nettoies les bris de chaussures. Tout ça n'était donc qu'un rêve, un mirage qui disparaît. Et quand elle ferme la porte du manoir, Cendrillon est dépitée, peut-être autant que les animateurs et animatrices qui ont dû travailler sur cet opus. Donc Cendrillon, petite parenthèse, le chara-design de Cendrillon est revu un peu façon Barbie, avec le même design de cils peint directement sur son visage, et une bouche rose bonbon si dessinée qu'elle en est immuable. Et ses yeux sont aussi plus grands, il me semble, que ceux de la Cendrillon de 1950. Et je pense que là, on peut y voir un signe de la dolification ou de la mangafication qui atteint son paroxysme autour de Réponse et de la Reine des Neiges, où maintenant c'est communément admis que les princesses Disney ont les yeux bien plus grands parce que ça leur donne un air plus juvénile. Donc il y a quand même une évolution dans le design du visage de Cendrillon. Mais heureusement, Gugus et Jack sont là. Le prince doit bien savoir avec qui il a dansé, disent-ils à la Cendrie, déjà lancée dans sa meilleure perf musicale avec ses petits osios. Donc la chanson s'appelle « Je suivrai mon cœur » et puis ensuite il y a d'autres paroles qui disent « Mon ancienne vie s'achève, j'oublierai tous mes problèmes ». Parce que oui,
c'est bien les meilleures recommandations à faire à des enfants, hein, c'est de chercher l'amour d'un homme, car lui seul peut améliorer votre vie. L'introspection, la thérapie, une vie sociale épanouie, tout ça, c'est rien les amis si vous n'avez pas un homme dans votre vie. C'est qui monte les étagères, hein, si t'as pas un homme à la maison. Donc, on a une belle transition vol d'oiseau des mains de Cendrillon jusqu'au château. Au château, Cendrillon se fait passer pour une femme du peuple qui porte du frometon pour entrer et ainsi tromper la garde. Et même le livreur de fromage est méfiant, mais elle lui sourit, alors tout va bien, il lui sourit en retour, ah là là. Cette démonstration implacable par Cendrillon du pouvoir inégalable du sourire des femmes, c'est pour ça qu'on nous demande de sourire. Elle est là la clé du pouvoir en fait, c'est sourire, on est cons. Donc Cendrillon se fait remettre à l'ordre par la bonne Prudence, que l'on retrouve donc ici, après son intervention quand même mémorable dans le 2. Donc on se souvient de l'existence de Prudence, mais pas de l'intrigue du 2. Tiens, un manque de cohérence chez Disney. Non, c'est pas possible. Étrange. Cendrillon se fait passer pour une chasseuse de souris face à Prudence qui, enragée à la vision de Gus et Jack, se lance dans une course-poursuite hilarante qui se solde sur Prudence la tête dans une casserole pleine de sauce tomate. Tiens, mais est-ce que ça serait pas le retour du quart d'heure cartoon? Gus sur une cordée de saucisses qui se lance comme Tarzan sur sa liane. C'était vraiment la séquence infiltration top secrète et petite boutade entre amis de cet opus. On passe ensuite à une séquence d'escrime entre le roi et le prince qui est aussi agile que Spider-Man. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, en tant qu'ancienne escrimeuse, est-ce que ça serait trop demandé de se faire conseiller par des personnes qui le pratiquent sur le choix des mouvements et le nom des mouvements? Parce que le prince qui pique d'estoc une poire que tient le roi, ça n'a rien d'une jolie parade, contrairement à ce que ce dernier affirme. Une parade, c'est pour contrer une attaque. Là, ni le roi ni la poire n'avaient attaqué le prince, hein, donc a priori, ça peut pas être une parade. Et c'est pas parce qu'on destine a priori ce film à un public de filles qu'on ne peut pas faire dire au personnage n'importe quoi. Les mots ont un sens. Et même si c'est du vocabulaire a priori sportif, et ben en fait on peut être exact quand même dans la terminologie qu'on emploie, même à destination d'un film de filles. Voilà, fin de mon quart d'heure coup de gueule sémantique. Reprenons les choses un peu plus sérieusement. On a un zoom sur le portrait du roi et de feu sa femme qu'on découvre enfin, parce que Disney déteste les mères, c'est bien connu. Et soit dit en passant, c'est quand même ce portrait un étrange choix de déco pour le complexe sportif royal. Pourquoi cette toile d'huile peinte au beau milieu des chevaux d'arçon et autres haltères? On ne sait pas. Et il faut dire que tout au long de leur passe d'armes et de leur cabriole, le roi et son fils parlaient de la décision du prince de se marier avec celle qui a perdu la veille sa chaussure de verre. Donc là, les trompettes claironnent et le prince jubile. Oh, ils l'ont retrouvé. Avant l'arrivée officielle d'Anastasie et la rencontre tant attendue avec le prince, grosse déception de la part d'Anastasie, comme on pouvait l'anticiper, vu que les deux belles-sœurs sont, on l'aura compris depuis le 1, présentées comme pas belles. En bon mascu, il essaye tant bien que mal de se défiler et de sortir un classique ghostage des familles. « Ah, je me suis trompée de salle !» Mais c'est sans compter sur la marâtre et sa nouvelle baguette de sorcière. Par un seul sort, avec des volutes vertes maléfiques à la Raspoutine d'Anastasia, elle efface Cendrillon de la mémoire du prince. Badaboum, le prince demande à Anastasie en mariage. Anastasie, évidemment maladroite et malgracieuse, avec ses gros panards, ils nous en remettent une bonne couche là, avec des gesticulations des plus ridicules, parce qu'elle fait tomber la bague de la demande en mariage et s'effondre juste ensuite. C'est presque drôle si ce n'était pas toujours et systématiquement pour ridiculiser et taper sur un personnage avec un physique qui ne répond pas aux normes de beauté. Donc là, on retrouve les maîtres mots de grâce et de prestance que répète la marade puis Anastasie en cassant tout ce qu'elle touche, même en hors-champ. Parce qu'il faut faire poursuivre la blague. Elle essaye désespérément d'entrer en contact avec... panique auprès des mangeurs de fromage. Il faut vite en avertir Cendrillon de l'arrivée de la marâtre et de Anastasie. Elle essaie désespérément d'entrer en contact avec le prince et c'est d'une gênance parce qu'il ne se rappelle pas du tout d'elle à cause justement de la petite poudre de perlimpinpin lâchée par la marâtre.
Donc là, Cendrillon essaye de se faire... Cendrillon essaye de faire en sorte que le prince se souvienne d'elle, mais elle ne sait pas qu'il ne se souvient pas d'elle. Donc elle glousse, elle minaude, parce que, évidemment, chez Disney, c'est comme ça que s'expriment les filles, d'accord ? Donc là, c'est la première fois qu'elle le revoit depuis leur, leur danse endiablée, et elle fait « Ah, tu te souviens pas de moi ?» Mais si. Donc Gus Gus et Jack Jack révèlent ensuite à Cendrillon que le prince ne l'a pas vraiment oublié, que c'est un sortilège. Ah, ouf, tout va mieux, elle peut essuyer ses 3 larmichettes. Cette séquence un peu émotion ne l'est pas vraiment parce que c'est apparemment l'occasion d'un quart d'heure cartoon où Jack Jack et Gus Gus font du mime et se déguisent pour expliquer à Cendrillon ce qu'ils savent. Tous les préparatifs pour le mariage sont détruits ensuite par les 2 sœurs qui se battent avec de la nourriture et se goinfrent comme 2 cochons. C'est pas moi qui le dis, c'est Anastasie. Dans une séquence burlesque qui n'a qu'une seule fonction finalement, celle de montrer à quel point Anastasie et sa famille ne sont pas dignes de la royauté. Que serait cette suite Disney sans une bonne couche de classisme ? Bon, Dac, elles sont maladroites et égoïstes. D'accord, elles ont un physique jugé disgracieux. D'accord, elles ne savent pas danser, mais bon, mollo, quoi. Ils y vont un peu fort, je trouve. Et puis, la pauvre Anastasie, elle fait pourtant de son mieux pour juste trouver l'amour, comme Cendrillon. On comprend toujours pas pourquoi elle est plus avec son gentil boulanger, mais bon. Là, le message est assez violent quand même, parce qu'elle serait moche, *. Il faudrait forcément ensorceler un prince pour qu'il tombe amoureux d'elle. Et c'est toute la problématique aussi avec les filtres d'amour dans les fictions dites romantiques. Ça oblitère complètement la question du consentement. Il a été gentil avec moi, dit Anastasie. Et Javotte lui rétorque, bien sûr, il a été ensorcelé. Il faut au moins ça pour s'intéresser à toi. Donc là, il y a aussi une problématique autour de l'idée de sororité. Bon, on peut pas s'attendre à mieux, mais en même temps... on voit que Anastasie est sur la brèche et qu'elle s'attache un petit peu au prince et qu'elle comprend peu à peu l'intérêt aussi d'une relation qui serait valorisante pour elle. Mais en tout cas, le prince pense qu'il est amoureux d'Anastasie, donc ils dansent ensemble ensuite et c'est l'occasion de toute une séquence gag puisque la danse se fait alors qu'Anastasie porte encore la chaussure de verre à son pied, donc elle boite et martèle le sol, rythmant... pas en rythme d'ailleurs, la cadence d'excuses pour ses faux pas maladroits, jusqu'à finir par terre en arrachant un bout du costume princier. Donc elle a à la main comme ça l'épaulette du prince qu'elle agite en même temps qu'elle essaye de bafouiller des excuses. Anastasie est quand même, il faut le dire, touchante dans sa recherche désespérée de l'amour. Elle qui n'a pas dû recevoir beaucoup d'amour et d'affection de la part de sa mère, on imagine. Et elle révèle finalement son bon fond et sa sensibilité quand le roi lui offre un coquillage, son bien le plus précieux, dit-il, symbole de son amour pour Feu, sa reine. Un coquillage qu'ils avaient tous les deux voulu ramasser au même moment sur une plage lors de leur première rencontre. Un entre mimes. Donc ça, ce coquillage représente l'espoir d'un amour partagé et sincère, et ça lui fait même chanter juste... Elle qui avait auparavant une voix dissonante et si nasillarde dans les autres opus. Une façon toujours gros sabot dans les suites de Disney, de nous murmurer à l'oreille « Elle peut changer ». Elle n'est pas totalement perdue à la cause malfaisante de sa mère et de Javotte, qui préfère apparemment le pouvoir à l'amour. Et d'ailleurs, puisqu'il est question de pouvoir, on retrouve encore l'instabilité émotionnelle et comportementale du roi, tantôt comique, voire bouffon auprès de son fils, tantôt tortionnaire sanguinaire lorsqu'il menace d'un geste sur le coup de décapiter le grand-duc, car ne l'oublions pas, la violence est à la source des contes de fées et la peine de mort y est tout à fait en vigueur, il n'y a pas de problème. Et quand il parle à Anastasie, on se retrouve devant toute une galerie de portraits de couples et de familles où la reine défunte est omniprésente et qui est facilement visible, même si la galerie de portraits se trouve en arrière-plan et les portraits un peu flous, grâce aux roux de ses cheveux, qui assurent d'ailleurs une meilleure comparaison ou identification avec Anastasie. Mais là, quid du portrait de couple où le roi et la reine sont saisis par le peintre en train de danser une gigue? A-t-on oublié que ce type de tableau de peinture à l'huile demandait des heures et des heures au sujet pour la pose? C'est vrai, j'ai même pas pensé. Donc le roi et la reine
se sont amusés à se tenir sur un pied avec un sourire béat. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte d'ailleurs. Elle est morte en gigue. 6 gigues la reine. Waouh. Donc Cendrillon, avec l'aide de Gus et Jack, réussit à reprendre possession de la baguette après l'avoir subtilisée à la marâtre, la même clé que dans le 1. Elle a réussi à investir le palais comme si c'était chez elle. Et c'est le même move que dans le 1. Les souris ont tout cassé. Les sœurs appellent la bonne du palais et c'est Cendrillon qui se pointe avec un petit bonnet qui la camoufle tout à fait. Le retour de Cendry Kent, quoi. Clark Kentillon. Je sais pas. En tout cas, cette capacité de Cendrillon à se déguiser en domestique, c'est absolument bluffant. Sauf que patatras, son reflet dans le seau d'eau sale l'a trahi cette fois et la marâtre la reconnaît par-dessus son épaule. Recourse-poursuite entre les souris, le chat, la marâtre, Cendrillon la voleuse, à travers la dédale du palais pour redynamiser un peu tout ça. C'est un peu le quart d'heure cartoon quand même. Lorsque Lucifer est transformé en chat minuscule par Gus Gus qui détient la baguette, mais le mini Lulu crée une tornade façon diable de Tasmanie et y entraîne les 2 souris. Donc là, on est littéralement dans du cartoon. Ouais. Et l'escalier royal et les dalles de marbre sont désormais de teinte violette pour qu'on comprenne bien que c'est la puissance maléfique qui désormais occupe complètement le palais. Pendant ce temps, le prince est toujours à la salle, le beau gosse. Les osios de compagnie de Cendrillon réussissent à l'amener auprès de Cendrillon pour qu'elle lui fasse des aveux en mode « Vous êtes ensorcelée, c'est moi que tu aimes vraiment et pas elle, choisis-moi, je suis la future mère de tes enfants. » Gênant. Gênant, c'est sublime. Un putsch donc manqué de Cendrillon donc qui se fait emmener par les gardes sous le regard benêt du prince qui ne voit rien à ce qui se passe, pourtant dans son propre château, trop occupé à pousser à la salle, on l'a déjà dit. Heureusement, juste avant d'être emmené par les gardes sous la supervision de la marâtre qui en a profité pour récupérer la baguette, Cendry a eu le temps de toucher la main du prince. Et c'était le signe distinctif de l'amour sincère dans cet opus, tel que le roi l'a théorisé d'ailleurs à plusieurs reprises, pour qu'on comprenne bien que tu reconnais ton véritable amour rien qu'en lui touchant la main. Et là, le prince s'inquiétait parce que la main d'Anastasie lui avait fait aucun picotis dans le slip. Mais là, en touchant la main de Cendry, ça la trigger direct. Donc il se dit donc, le petit malin, peut-être qu'il s'est passé un truc louche. Donc fan des pieds et des mains, apparemment. Toutes les extrémités y passent, écoute. Faut qu'il se rende compte d'abord qu'il peut parler aux souris avant de pouvoir comprendre les manigances de la marâtre. D'accord, les petits oiseaux, maintenant les souris. Oui, parce que les hommes, c'est rationnel et ça ne croit pas à la magie. Duh. Et vu qu'il ne comprend rien aux explications de Gus et Jack, les 2 acolytes se transforment de nouveau en mime Marceau, parce que c'est tellement drôle de voir 2 souris mimer des trucs en chantant toujours avec une voix de chipmunks sur une musique particulièrement insupportable. D'ailleurs, j'ai rien compris aux paroles de leur chanson. Je sais juste qu'il a dû s'éclipser à l'écart pour pouvoir assister à ce spectacle gênant dans l'atelier de couture. Donc le prince est entouré de tissus, de pelotes, d'aiguilles pour apprendre la vérité. Et je pense qu'on peut choisir de voir dans ce décor l'opportunité pour lui de changer ses habitudes, son point de vue, ses certitudes. Parce que les souris auraient très bien pu aller lui chanter tout ça dans son gymnase de macho-man. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose de... Il y a un shift, il y a une bascule qui se met en place dans le fait que la révélation se fait dans un décor qui n'est pas tout à fait envahi par des connotations masculines. Mmh. Sherlock comprend enfin tout, alors la servante serait Cendrillon, dit-il. Bravo champion, on n'y croyait plus. Et le clou du spectacle, c'est quand même la chaussure recollée méthode Kintsugi et livrée par les airs, par les petits oiseaux en bon livreur Uber de chaussures recollées. Encore un peu de gag visuel avec le roi qui fait des montagnes russes sur les rambardes de son château en culottes courtes roses, parce que oui, dans les Disney, les culottes des personnages masculins, forcément ridicules puisque défroquées, gros sabots, on vous a dit toujours, sont soit rose bonbon, soit blanc avec des petits cœurs rouges. Et tout ça, c'est après une autre séance de gag où il faisait des essayages de costumes devant un miroir déformant qui lui gonflait les pecs
puis ceux du prince quand il est venu à passer devant. Et on s'en souvient, ces miroirs étaient déjà chez Sarouche, dans Le Bossu de Notre-Dame 2, le signe d'une masculinité défaillante et d'un narcissisme sans borgne. Peut-être qu'ici, sans aller jusque-là, c'est le signe... c'est une façon de rendre le roi tout à fait grotesque. Ouais. Quand même le besoin de se glorifier dans une apparence qu'il n'a pas. Ouais. Et en tout cas, le prince, qui ressemble déjà à une brique, d'un coup, se retrouve avec... il avait 20 ans de natation derrière lui, quoi. Alors que Cendrillon est déjà à bord du bateau qui doit l'expulser hors de son propre royaume sur les ordres de la marâtre, Cendrillon est rattrapé in extremis par son prince à cheval. Il finit sa course en faisant du parcours, en mode Peter Parker de Wish. Avec aussi pas mal de réminiscences de Peter Pan au passage, avec la dague qui crève la voilure du bateau pour se faire un ascenseur improvisé. Et clac, il arrive sur le pont, il récupère la princesse. Et là, quand le prince est enfin face à face avec Cendrillon, bonne blague, il lui dit « Vous vous souvenez de moi ?» Ha 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 ha, le petit coquinou. Non mais hilarant. Il la demande donc en mariage, la fait tournoyer dans les airs, le ciel s'éclaircit comme par magie, et on souffle de plaisir à l'idée que cette suite prenne enfin fin. Enfin fin. Enfin fin. Faut le dire plusieurs fois. Eh ben non, la marâtre n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas encore fini, dit-elle. Elle est bien décidée donc à encore utiliser sa magie noire pour marier sa fille à tout prix. C'est Anastasie à tout prix en fait. Anastasie à tout prix de nouveau. Poudre de perlimpinpin et elles disparaissent toutes du château. Si seulement ça s'arrêtait là. Alors que le mariage se prépare déjà et que Cendrillon a déjà revêtu sa robe de mariée blanche, la marâtre réapparaît pour échanger Cendrillon par une doublure, soit Anastasie transformée en Cendrillon. Anastasie n'est plus très sûre du bail, elle semble bien moins motivée par les idées farfelues de sa mère, la vieille folle. Bidibi, bobidi-bou, la marâtre transforme une citrouille en carrosse plein d'épines. Les plants de citrouille n'ont pas d'épines, mais bon, on n'est plus à ça près. Donc citrouille dans laquelle elle enferme Cendrillon et les deux souris. Elle transforme ensuite Lucifer en cavalier fou et lui ordonne d'emmener Cendrillon au loin afin qu'elle ne les revoie jamais vivants. Bref, tout ça prend une tournure très très dramatique, ambiance Sleepy Hollow, t'as peur. Donc là, scène de haute voltige des souris et de Cendrillon sur le carrosse pour se libérer et échapper à une mort certaine en bas d'un ravin. C'est vraiment une séquence film d'action. Ouais. Aux dernières minutes du film, quoi, vraiment pour augmenter le suspense jusqu'à la fin. Petit point positif à mentionner, Cendrillon se sauve toute seule, comme une grande et sans l'aide d'un prince charmant pour le coup. Il était déjà venu dans le bateau quand même. Oui, c'est vrai. Mais là, elle échappe à la mort par ses propres moyens. Et elle sauve aussi tous ses petits amis et galope juste à temps jusqu'au château pour interrompre le mariage du prince avec la fausse Cendrillon. Une véritable badass, quoi, alors qu'elle n'était quand même bien passive dans les autres opus. Donc merci au moins pour ça, Disney. T'exagères, elle était pas si passive, elle a récuré tous les sols d'un manoir. Ouais, puis elle a créé une entreprise d'événementiel aussi. Avant même que la vraie Cendrillon n'arrive devant son prince pour interrompre le mariage, Anastasie refuse le mariage, ayant réalisé que son désir le plus cher est d'être aimée pour elle-même. Dans un dernier geste désespéré de magie meurtrière, la marâtre transforme à tour de bras les gardes en poules, en lapins ou en cochons. Alors qu'elle dirige enfin sa baguette contre Cendrillon, qui s'était interposée entre la marâtre et Anastasie, quand même, le prince intervient avec sa grosse épée et bibidi bobidi bou, le sort rebondit contre la lame. Ah bon, et par quelle magie, je vous prie? La magie est donc métallophobe, genre. Peut-être, hein. On sait pas, parce que les gardes, ils avaient une armure. Ah ouais. Ah. Peut-être que ça les aurait empêchés de devenir des lapins. Ah, t'as pas pensé à ça. La marâtre et Javotte se prennent donc le sort pleine poire, sort qui était destiné à Anastasie et Cendrillon, et sont changés en crapauds. Est-ce qu'on mentionne l'évêque qui, engoncé dans sa robe, avec un col qui remonte comme une cheminée au-dessus de son crâne chauve, ressemble quand même à un prépuce géant ou pas? Oui. On le mentionne? Ouais, j'ai pas osé, mais oui.
Non, mais si on est deux, avoir une forme de petite saucisse rondelette replète, il y a un problème. C'est que c'était conscient, c'était un choix conscient. Ouais. Faire l'officiant du mariage qui ressemble à un gros gag, ça peut pas être juste un délire de féministe. Les amoureux, donc Cendrillon et le prince, se reconnaissent. Amour sincère, bonheur, tout ça, tout ça. Anastasie et Cendrillon utilisent la baguette pour redonner forme naturelle à Anastasie et à Marraine la Fée. Donc Marraine la bonne fée propose au prince et à Cendrillon de leur rendre leur vie antérieure, mais le prince et Cendrillon ne comprennent pas et ensuite n'en voient pas l'utilité. Et il faut dire que si on peut débattre de cette perspective, on pourrait dire que quand même ils ont vécu plus de choses pour se connaître que dans le 1. Donc là, dans le 3, ils ont quand même, tu vois, elle a quand même gloussé, elle est retournée le voir, elle s'est fait passer pour une chasseuse de souris, elle a été enfermée dans une cave, dans un bateau, dans un carrosse, enfin, il y a eu plus de péripéties que juste on a dansé et j'ai perdu ma chaussure. Donc il y a peut-être quand même déjà un peu plus de fondement à un amour éternel, puisque dans le 1, c'était quand même juste une danse et une paire de godasses. Donc petit plus. Ouais. Oui, réécriture pertinente pour le coup, ouais. Voilà, s'ils restent dans cette timeline-là, au moins ils se connaissent un peu plus. Ouais. Donc remariage sous une foule endiablée, feu d'artifice, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps pour la seconde fois, carrément on n'arrête plus le progrès. Et au générique de fin, façon toujours galerie de tableaux comme dans le début du film, on retrouve notre boulanger favori dans un portrait d'Anastasie et lui, qui lui offre un petit cupcake avec un glaçage rose bonbon. Donc vraiment aucun sens jusqu'au bout les liens non tissés, puis tissés entre le 1 et le 3. Donc on sait pas, finalement, Anastasie, elle est avec le boule-boule ou pas? Je crois qu'elle a une double vie. Ou alors, vous le saurez dans Cendrillon 4. Oh non, l'enfer. Mais d'ailleurs, c'est l'heure du segment 4. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mon ancienne vie s'achève, j'oublierai tous les problèmes et je me battrai sans trêve. C'est le segment par lequel nous concluons et qui fait retour sur la pertinence d'une lecture féministe, gender et queer de ces deux films en particulier. Cendrillon, dans le 1, rêve déjà de son prince avant même de le connaître. Elle l'aime déjà pour son statut et son physique fantasmé. Une brique. Une grosse brique, avec des briques dans la poche. L'idéalisation préexiste donc à leur rencontre, c'est le fameux « Un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera » de Blanche-Neige. Les films Disney ont tendance donc à naturaliser le sentiment amoureux hétérosexuel, il est instinctif comme une évidence qui s'impose sans démonstration. C'est l'amour au premier regard parce que tant attendu par les personnages féminins, des princesses dont l'existence ne mène en fait qu'à la mise en couple. Et Cendrillon est un peu un exemple canonique de cette logique-là, parce que daté aussi, en tout cas en ce qui concerne le premier opus, mais les suites des années 2000, on l'a vu, reproduisent malheureusement quelque peu ce schéma amoureux, on ne peut que s'en désoler. Aussi, et c'est un point que nous avons déjà soulevé dans les précédents épisodes, tant c'est récurrent chez Disney, l'un des principaux outils pour décrédibiliser les antagonistes, hormis de les rendre visuellement affreux, c'est l'ambiguïté sur le genre. Les méchants apparaissent plus efféminés, une féminisation du physique des personnages qui passe avant tout par des vêtements souvent plus colorés et travaillés, des yeux maquillés, des moustaches fines et soignées, des doigts fins et crochus. Et cette féminisation s'accompagne souvent d'une dévirilisation caractérisée par des personnages soit très maigres et squelettiques, comme le juge Frollo, Wiggins, l'acolyte de Radcliffe dans Pocahontas, soit gros, comme Radcliffe, comme Ursula, et qui sont forcément en opposition aux héros qui seraient toujours musclés et virils. Cette caractérisation des méchants est problématique car elle implique que les hommes possédant des traits et des comportements connotés comme féminins dévient d'une norme admise et ne peuvent être que cruels, maléfiques ou, au mieux, ridicules. Comme le roi dans ses suites.
Les méchantes Disney n'échappent évidemment pas à cette discrimination. D'abord, elles sont présentées comme non désirables, c'est le cas des deux belles-sœurs de Cendrillon, et ne sont jamais attirantes pour les personnages masculins. C'est bien évidemment le cliché de la vieille fille à chat, comme en témoigne le personnage de la belle-mère de Cendrillon et son diabolique chat Lucifer. Cette répulsion qu'elles inspirent s'explique par divers traits dénotant surtout une absence de féminité, en opposition à la belle, jeune et séduisante princesse. Les attributs les plus clairement connotés féminins sont déformés, cachés, voire absents chez les méchantes. Par exemple, les deux belles-sœurs de Cendrillon ont une poitrine totalement plate, contrairement aux rondeurs plus délicates de celles de la princesse. Anastasie est mal maquillée, elle a une forme de visage peu flatteuse, contrairement à la beauté et à la grâce qu'on dit naturelle de Cendrillon. La marâtre a des mèches de cheveux grises, contrairement aux reflets blonds, tels les blés de Cendrillon. Et les visages et les corps s'éloignent par ailleurs de l'idéal de beauté féminin en étant soit squelettiques, soit obèses, et en reprenant des traits masculins, comme une moustache que l'on devine, un gros nez, des grosses oreilles, des grands pieds, des bourrelets, un double menton, une beauté donc qui serait aussi artificielle, puisqu'ils utilisent un maquillage excessif pour cacher ses défauts, R-, et un maquillage mal réalisé souvent. Donc merci beaucoup Disney pour les complexes dès le biberon, ça fait plaisir. Mention spéciale dans ces deux suites pour l'horrible représentation des personnages gros qui sont dans cette suite Cendrillon forcément et fondamentalement des personnages simplets, naïfs, voire carrément idiots et en tout cas toujours associés à la nourriture en surabondance. On assiste aussi à un double standard genré à cet endroit. Certes, le gentil boulanger un peu ventripotent parvient à séduire Anastasie et est donc considéré comme romantiquement accessible ou désirable. Mais au contraire, les personnages de femmes grosses sont, en plus d'être simplettes, toujours intrinsèquement seuls et célibataires. C'est le cas de la dame de compagnie Daphné, qui tenait donc tous les couvercles dans la présentation du buffet, de la comtesse dont il serait apparemment si comique d'imaginer qu'elle puisse avoir une relation avec l'humain que Jack est devenu temporairement, et même dans une certaine mesure, c'est le cas de Marraine la Bonne Fée dont le statut marital n'est même pas envisagé. Et qu'on présente quand même avec un popotin conséquent, suffisamment conséquent pour qu'il puisse engloutir complètement la petite souris Jack. Donc là, gros problème de grossophobie dans la représentation des personnages. Je voulais aussi mentionner pour terminer un live action de Cendrillon qui est sorti en 1997 qui vaut vraiment le détour. Donc autant dans ce podcast on vous résume des mauvaises suites pour que vous n'ayez pas besoin de les voir, mais alors là je vous le conseille d'aller le voir, surtout qu'il se trouve facilement sur Disney+. Et on vous mettra les références plus précises dans la description de l'épisode sur Spotify, mais il s'agit de La légende de Cendrillon, ou juste Cinderella en anglais. C'est un téléfilm musical américain réalisé par Robert Iscove et coproduit par Whitney Houston. Donc déjà juste pour ça vaut le détour. C'est un remake dans la particularité d'être une comédie musicale, certes, mais aussi de miser sur une très grande diversité raciale pour son casting. Le prince est asiatique, avec une mère noire interprétée par une Whoopi Goldberg hilarante, rien que ça, et un père blanc, alors que les deux belles-sœurs acariâtes de Cendrillon n'ont pas la même couleur de peau, l'une est noire, l'autre est blanche. La marraine la fée et Cendrillon sont aussi noires puisqu'elles sont interprétées par nul autre que Whitney Houston et la chanteuse de R&B Brandy. Cette décision d'inclusivité aurait été prise par les producteurs pour refléter l'évolution de la société dans les années 90, Brandy devenant la première actrice noire à incarner Cendrillon à l'écran. Mais ils en ont rien retenu quand ils ont fait Cendrillon 2 et Cendrillon 3 en 2002 et 2007. Ouais. Dingue. Ils sont même pas laissés inspirer, quoi. Ouais, ils se sont pas dit tiens on va mettre quelqu'un au moins en arrière-plan. Ouais. Puis même pour les musiques, quoi, parce que dans ce live action, elles sont incroyables. J'irai l'écouter. Oui, c'est vraiment pour moi une très belle année. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode d'Il était une suite consacré à Cendrillon et ses suites. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le commenter, voire à nous écrire.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur le compte Instagram du podcast @ilétait_une_suite_podcast. On y répond toujours avec enthousiasme à vos petits mots et on y poste des extraits vidéo et des indices à propos de l'épisode suivant. À bientôt pour le 5e épisode. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est magique. Ciao. C'est magique. Ciao.